J'allais au lycée et je voyais des profs pas heureux nous faire des cours sur des trucs qu'ils avaient jamais vécu. Et puis c'était le discours de soit tu vas faire médecin, soit tu feras ingénieur ou du droit et sinon t'as raté ta vie. Ils m'avaient convoqué, ils avaient dit t'es pas scolaire, il faut que tu fasses un bac pro puis il faut que tu deviennes coiffeuse. On me dit tout le temps aux gens un peu timides ou aux gens un peu plus réservés, apprenez à parler. On ne dit jamais aux gens qui parlent trop, apprenez à vous taire. J'avais confiance en moi dans le sens où je me disais même si je me loupe à un moment, même si ça foire, je vais savoir rebondir. C'était ah ok bah t'as fait ce travail là mais au moment de partager ce travail, on va dire que c'est ton collègue qui l'a fait en fait, parce que ça passera mieux si c'est un mec. La boîte me plaisait de ouf, mais c'était dans un bureau et en présentiel. Je devais aller au travail quoi. Et du coup, il me dit non. Je dis ok, je donne ma mail du coup, tu vois. On n'arrivait plus à communiquer, puis il me parlait un peu de famille et tout. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, mais je sais pas du tout si j'ai envie un jour, à ce moment, je savais pas si j'avais envie d'être maman un jour. Avant que l'épisode commence, comme tu le sais, je viens à peine de lancer ce concept, cette chaîne, où j'invite des entrepreneurs, qui soient successful ou pas, et on parle de tout, sauf de business. Donc si tu aimes ce concept, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que tu soutiennes la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et même commentant la vidéo. Ça va montrer le soutien que tu peux m'apporter. Je te souhaite un très bon épisode. Manon, salut. Salut. Comment tu vas ? Pas bien, trop contente d'être ici. Mais je suis ultra heureux que tu sois ici avec moi. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. C'était important pour moi que tu sois là, parce que tu es dans les émotions. Mon podcast est sur ça, un petit peu relations, santé mentale, etc. Et je me dis, il me faut Manon. Trop bien, Manon. Pas trop contente. Il faut qu'on parle de tout ça. Manon, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie pour les auditeurs qui nous écoutent là ça aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Manon. Je suis coach en gestion émotionnelle. Donc, mon job au quotidien, c'est d'accompagner des dirigeants, managers d'équipe à mieux gérer leurs émotions dans le tourbillon de l'entrepreneuriat ou des top managers qui ont des responsabilités avec beaucoup d'équipes. Je crée du contenu aussi beaucoup. J'ai une newsletter, un podcast, LinkedIn. Donc j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup créer, comme toi, pouvoir recevoir des gens, avoir des discussions profondes. Et voilà, globalement, je passe du temps avec mes amis, je fais du sport. Après, je sais pas. Ouais, on va parler de tout ça, on va parler un peu de ton enfance. Enfin, si tu veux. Ouais. Si jamais il y a des trucs un peu border, tu me diras, on cut, je veux pas parler de ça. C'est plus possible. Là, franchement, je peux pas. Mais du coup, c'est qu'on creuse un petit peu parce que... en vrai, c'était un challenge pour moi. Ok. Parce que tu sais, mon podcast, c'est on parle de tout sauf de business. Oui. Et en fait, toi, déjà, tu ne parles pas de business. C'est vrai. Tu vois, tu es une entrepreneuse, enfin une entrepreneur, mais tu ne parles pas de business. Donc je me dis, en fait, ça va peut-être être compliqué d'interviewer Manon, mais on va creuser les sujets et je pense que ce que tu vas apporter comme réponse, ça va aider pas mal de personnes. Donc je commence toujours pareil le podcast. Est-ce que tu peux déjà me dire d'où tu viens, où tu es né et quel type d'enfant tu étais ? Ok, trop intéressant. Est-ce que c'est trop... Non, j'adore. Okay, c'est intéressant, on m'a jamais posé cette question. Et puis ça permettra aussi, je pense, à ton audience de te connaître un peu mieux. Bah oui, voilà. C'est vrai, parce qu'au final, c'est toujours moi qui cuisine les gens. C'est ça, et moi je vais te cuisiner un petit peu aujourd'hui, tu vois. Ok, sois gentil. Du coup, où je suis née et quel type d'enfant j'étais. C'est ça. Qui est Manon, en fait ? Qui est la petite Manon ? Je suis née à Arras, dans le nord de la France. Et je pense qu'en vrai, cette ville a été moteur de beaucoup de choses. Ah, c'est cool. Parce que ça m'a donné envie de partir. Ok, on va en parler de tout ça. Ouais, donc Arras, nord de la France. Et quel type d'enfant j'étais ? Je pense que j'étais assez rêveuse. Ok. J'ai des souvenirs de beaucoup jouer, beaucoup être dans la créativité. Pas très disciplinée à l'école. Je crois que ça a donné beaucoup de fil à retordre à mes parents. Okay. Donc, rêveuse dans ma bulle et pas très disciplinée, je pense aussi. Pas très disciplinée depuis genre la primaire ou c'est arrivé au collège ou au lycée, ça ? Non, je pense que très vite, mes parents, moi j'ai pas de souvenir de ça, mais mes parents m'ont dit que dès que j'ai commencé à parler, je défiais leur autorité. Alors, mes premières phrases, c'était « c'est pas toi le chef », à mon père, quoi. Et il me disait, tu commences à parler, à t'exprimer, tu disais des trucs comme ça.
Donc plus dans ce rapport à l'autorité, je pense qu'elle a donné un petit peu de fil à retordre. Ouais. Mais, et après, ouais, je pense que ça c'est pas... Enfin, ça a continué comme ça, juste après, au lycée, ou quand tu finis le lycée, que là, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire, Ouais. ou t'es avec qui tu veux être, où ça s'est apaisé. D'accord. Et ça, je trouve ça super intéressant chez toi. Parce que quand on te voit, tu fais du coup l'ascenseur émotionnel, gestion des émotions. C'est ça. Tu as l'air très douce. Enfin, je pense que tu es très douce. Tu es une fille douce. Et malgré ça, tu me dis, de base, je suis né, je déteste l'autorité. Et tu vois, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que tu dégages, la douceur et tout, quoi. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça que des fois, des gens étaient choqués. Ouais, mais c'est choquant de dingue, ouais. Ouais. Et du coup, j'ai un petit peu regardé j'ai essayé de trouver les petites vidéos où tu parlais. J'ai essayé de voir un peu tes posts, aussi le post sur ta newsletter. Et tu disais que tu avais eu de la chance. Et que tes parents, c'était des parents qui disaient, entre guillemets, l'école on s'en fout, le bonheur avant tout. Ouais, c'est ça. Et est-ce que finalement c'est ça aussi qui a un peu shapé ton état d'esprit, genre l'école Bah je pense. Ouais, ça vient de tes parents ou de base? Toi, c'était déjà en toi Bah, je pense que de base, j'étais déjà... Enfin, je me souviens que du coup, mes parents m'ont dit qu'ils en avaient parlé, enfin, qu'ils avaient lu des trucs, qu'ils s'étaient renseignés de comment... Parce que j'étais la première en plus. On est 3, mais j'étais la première. Donc mes parents ne savaient pas trop. Ils voyaient que j'étais vraiment tout le temps dans la confrontation. Et je crois qu'ils ont demandé à un médecin spécialisé dans les enfants. Enfin, je sais plus trop les détails, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle nous défie tout le temps. Ils ont dit, mais elle va avoir super besoin d'un cadre parce que de base, elle est comme ça. Donc, il faut lui apprendre à... Dans quel cadre est-ce que tu peux t'amuser et tout, mais voilà, quoi, lui essayer pour pas qu'elle soit stressée, en fait, parce que les enfants comme ça, si tu leur donnes pas du tout de cadre, on va tout le temps pousser et jouer avec l'autorité, quitte à être stressé, en fait. Ok. Donc je pense que j'avais déjà ça, même si moi je m'en souviens pas trop, c'est ce qu'on me raconte. Et après j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas grave. Mais du coup, je disais que tes parents étaient des personnes qui privilégiaient le bonheur plus que l'école. Oui, et que c'est ça je te demandais si c'est ça qui est un peu exactement. Donc je pense qu'il y avait, donc il y avait ça de base en moi, je pense. Et après le fait que mes parents me disaient, enfin, c'est pas qu'ils disaient on s'en fout de l'école, mais ils nous disaient tout le temps, est-ce que, tu vois, à la fin de la journée quand on rentrait, c'était est-ce que t'es bien, comment tu te sens, c'est qui tes amis, pourquoi c'est tes amis. Et on avait des conversations à table hyper profondes. Waouh. Ouais. Je suis parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de parents comme les tiens. Et c'est juste une dinguerie d'avoir la chance d'avoir des parents comme ça qui finalement essaient de driver les enfants plus par qu'est-ce qui te rend heureux plus que l'école c'est important, tu vois. En fait, il me disait l'école, essaye de te débrouiller, fais tes calculs. Il me responsabilisait, il me disait essaye de te débrouiller pour si tu veux aller dans telle orientation, avoir les notes suffisantes. Mais il nous disait jamais il faut que tu sois le premier de la classe, il faut que tu aies 20 sur 20. Il disait ok. Par exemple, quand j'avais des mauvaises notes en anglais, il me disait mais t'as des mauvaises notes en anglais, mais est-ce que plus tard tu veux voyager? Est-ce que plus tard tu veux découvrir le monde? Ils sont trop forts. Ouais. Je disais mais grave, je veux faire ça moi. Ouais. Ah bah apprends l'anglais, ok. Tu vois, et il y avait un sens en fait, que apprends tes verbes irréguliers. Et pareil pour t'as un petit frère, c'est ça? J'ai 2 petits frères. D'accord, donc j'ai mal eu mes infos. Donc t'as 2 petits frères et pareil, même éducation j'imagine, et il les pousse à... D'accord. Et tes parents ils font quoi? Alors ma mère elle est infirmière santé-travail, donc elle est tout ce qui est dans la prévention du bien-être au travail. Donc je pense que ça joue. Okay. Et mon père il est conseiller dans la banque, donc lui c'est plus les protocoles, c'est très carré. Mais à Arras du coup? Ouais, à Arras. Ok. Ils sont toujours, toute ta famille est encore là-bas? C'est ça, ouais. Tout le monde est là-bas. Ok. Intéressant, super intéressant. Oui, j'avais vu aussi du coup que depuis toute petite, enfin après tu me diras si tu me corriges, il y avait beaucoup de déménagements. Mais oui, mais d'où tu as sorti toutes ces informations? Bah, écoute, je fais mes recherches. Tu as bien fait tes recherches. J'ai appelé ta famille. Oui. Donc il y avait beaucoup de déménagements dans ta famille, avec tes parents. Bah, je sais pas si tes petits frères étaient déjà là ou pas. Ouais. Il y avait une raison à ça? Je pense qu'elle était purement stratégie financière. Mes parents voyaient la brique, la pierre comme de l'investissement. Et c'était, on prend une première maison, on la retape ou quoi, on la revend et on va dans une deuxième. Donc, en fait, on a déménagé tout le temps dans la région. Donc, j'ai pas déménagé à l'étranger ou quoi. Mais ce qui nous a apporté le truc de
ton foyer, ton cocon, c'est les personnes avec qui tu es et pas un endroit, pas des objets, pas, tu vois. Donc, pareil, cette approche très minimaliste des choses qui nous ont transmises. Donc, en fait, ce que tu es là aujourd'hui, c'est totalement ton enfance, en fait. Je suis le résultat de mes parents. D'accord, non, parce que finalement, ta vie, là, actuellement, on va y revenir plus tard, mais comme tu vis actuellement, c'est totalement comme tu vivais avant, enfin, la vie que tu as eue avec tes parents, quoi. C'est-à-dire tout le temps bouger, le bonheur avant tout, voyager, et ne pas t'attacher à un endroit, mais plutôt à ce qui te procure du bonheur et aux gens. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est ça. Okay. Et tes petits frères, pareil, ils ont le même état d'esprit ou non? Il y en a un qui est genre en mode ultra capitaliste, moi je veux créer un empire, je veux être millionnaire ou peu importe, et je veux aller vivre à Paris. Non, ils sont beaucoup, beaucoup plus posés que moi. C'est possible ça? Posé, d'accord, dans le sens plus voyage, etc. Ouais, c'est ça. Ils sont plus études que moi, tu vois. Eux, ils finissent, ils font des masters. Tu dis ça comme si c'était genre horrible. Ils font des masters. Non, mais c'est trop bien parce que je pense qu'ils sont contents de ce qu'ils font. Ils sont alignés. Mais ils ont des profils un peu plus académiques et plus avoir un appartement, trouver ils sont dans le salariat. Enfin, voilà. Après, le dernier, on verra comment. Enfin, tu vois, il a 20 ans, il est en alternance. Donc, je sais pas trop ce que ça va. On sait pas. Ouais. Mais. T'as quel âge déjà? On n'est pas pareil, 30 ans. Ah, j'allais dire 29, ok. Ouais. Pas pareil. Et ils prennent un peu l'exemple sur la sœur ou bof? Ils suivent un peu ce que tu fais? Ouais. Le dernier petit frère, il suit beaucoup. On est, moi, je sens qu'on est meilleurs amis avant d'être frères et sœurs. Et du coup, il suit pas mal, il m'aide même des fois sur des trucs, tu vois, dans ma formation. Quand je stressais sur des trucs, il me disait non, vas-y, je regarde avec toi, t'inquiète. C'est trop mignon. Il est trop chou, ouais. Donc une famille très soudée quand même, de base. Ok, ouais. Super. Et donc du coup, t'es allé jusqu'à quel type de diplôme? La licence. J'ai quand même eu ma licence. D'accord, donc c'était quoi tes études? Donc t'as fait lycée classique, puis ensuite, c'est quoi, dans quelle filière? En fait, je suis partie à la Cato à Lille et j'ai fait une école qui donnait un diplôme d'économie et droit, une licence économie-droit. Mais j'avais choisi cette école parce qu'en plus, il y avait des cours de théâtre, des cours de méditation, des cours de psychologie, des cours d'analyse systémique. Et du coup, je me suis dit, ok, comme ça, j'ai un diplôme, vu que je sais pas trop quoi faire. Comme ça, j'ai une licence un peu généraliste, pour si après je me décide. Et en plus, il y avait des cours trop cool, qui me plaisaient trop, qui étaient très liés à... tu vois, on faisait des cours de communication verbale et non verbale, où on apprenait à négocier, on apprenait à gérer des conflits, des trucs comme ça. Au lycée? Non, du coup, à l'école que j'ai choisie. Ah, donc c'est après le lycée? Ouais, c'est ça. C'est une licence, quoi. C'est ça, une licence. Et dès ce moment-là, tu t'intéressais à ces sujets, quoi? Ouais, j'adorais. C'est dingue, ça. Grâce à ta mère? Grâce à tes parents? Ou c'est toi qui as développé ce truc-là? Enfin, le fait de baigner dans tout ça, tu t'es dit, la psychologie, ça m'intéresse, l'émotionnel, ça m'intéresse. Je pense qu'il y a eu un mix de tout. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir un socle familial qui s'intéressait beaucoup au développement. Et du coup, je baignais un petit peu dans le bien-être. Et il y a eu aussi le truc un peu par défaut, où j'ai très mal vécu le lycée. C'était une période hyper compliquée. Pourquoi? J'étais pas bien, en fait. Je rayonnais pas, j'étais pas bien, j'étais triste. En fait, je me levais le matin, je voulais pas aller au lycée. Tu séchais les cours? Ouais, j'ai séché tout le lycée presque. Ah ouais? Ouais. Et t'as eu ton bac? Oui, j'ai eu mon bac. C'était le deal avec mes parents. C'était ok, nous on te soutient, faut que t'ailles mieux. Donc c'est là que j'ai eu premier rendez-vous avec des professionnels de la santé mentale, psychologie et tout, parce que je voulais comprendre. J'étais en mode mais je suis pas bien, je comprends pas, pourquoi est-ce que je suis pas bien? Et c'était pas juste quand on est ado, quand on est au lycée, on se sent incompris. Et puis, tu vois, on traverse tous cette période qui est difficile, je pense. Là, j'avais vraiment une tristesse. Où je me disais... Sans explication. Ouais, c'était vraiment un mal-être. Et en fait, je me souviens que ce qui m'inquiétait, c'est que je me disais, et je m'en souviens, je me disais, est-ce qu'un jour, je serai heureuse? Waouh. T'avais quel âge? 16-17 ans. Je pense que ça va résonner énormément avec des jeunes, là, potentiellement, qui sont dans le même cas que toi. Peut-être, ouais. Et, ok. Et donc, tu te sentais vraiment pas bien au lycée? Vraiment pas bien. C'était quoi? C'était finalement une crise d'ado? Non, parce qu'en plus, j'étais plus à ce moment-là, j'étais moins dans la confrontation, j'étais vraiment pas bien. Et c'est pour ça aussi que mes parents m'ont beaucoup soutenue, parce qu'ils voyaient juste que j'étais triste, en fait. J'arrivais pas à aller au lycée, je comprenais pas
En fait, je sais pas comment te dire, ça fait un peu insolent maintenant, tu vois, mais j'allais au lycée et je voyais des profs pas heureux nous faire des cours sur des trucs qu'ils avaient jamais vécu. Genre, je sais pas, ton prof d'économie au lycée qui a jamais travaillé en entreprise, et il nous disait des trucs. Et puis, c'était le discours de soit tu vas faire médecin, en tout cas dans mon lycée, c'était soit tu feras médecin, soit tu feras ingénieur ou du droit, et sinon t'as raté ta vie. Et je me disais, mais il n'y a aucune de ces trois filières qui m'attire. Et puis, j'avais pas ce truc de compétition d'être la première de la classe. Et en fait, je sais pas, pour moi, c'était que du bruit qui faisait que je me sentais vraiment pas épanouie quand j'allais à l'école. Ouais, non, en fait, je m'en foutais. J'arrivais pas à comprendre. Et quand je demandais à mes potes, mais pourquoi tu veux être médecin ? Pourquoi tu veux faire du droit ? Le droit, il n'y a rien de plus abstrait, je trouve, quand t'as 16-17 ans. Bah parce que après c'est stylé en fait, c'est les voies royales, c'est stylé et on te dit que tu vas réussir ta vie et que tu vas réussir socialement grâce à ça. Et du coup c'était assez compliqué. Et aussi je pense que les profs ont été, pas tous, j'ai eu des profs incroyables aussi qui m'ont bien accompagnée. Tu vois les trucs de quand toi t'es pas très scolaire, je me souviens qu'ils me disaient, mais ils m'avaient convoquée, ils avaient dit mais t'es pas scolaire, il faut que tu fasses un bac pro puis il faut que tu deviennes coiffeuse. Oh, waouh! Et déjà, j'étais en mode, c'est pas très respectueux pour les métiers manuels de dire ça avec. de dénigrer, en fait. Tu vois, les métiers manuels, c'était beaucoup comme ça à ce moment-là. Je me suis dit, en plus, je sais pas, c'est pas parce que je veux pas faire médecine ou je veux faire de droit que je vais arrêter ma vie. Ça me dépassait. Et du coup, en fait, je pense que j'étais une fille de 17 ans qui voyait un monde d'adultes qui portaient des masques. Et je me disais, mais je capte pas, est-ce qu'on finit tous comme ça, en fait ? Et ça me faisait peur. Et donc, très tôt, je pense que c'est ça qui t'a permis totalement de shifter et d'être ce que tu es maintenant. Ouais. J'imagine qu'il y a pas mal de jeunes qui remarquent ça, mais du coup, qui quand même continuent parce que t'as pas, comment dire, le recul ou ce truc qui va te faire dire que, ouais, il y a d'autres voies possibles, en fait. Et, ok. Ou qu'ont pas les parents aussi, ou un socle familial qui est assez solide pour leur donner ce courage, en tout cas, de peut-être se lancer autrement. Parce que moi, je pense que ça m'a aidée. Parce que c'est dingue ce que tu viens de dire quand ils t'ont dit, t'es pas scolaire, du coup, tu vas faire un CAP, quoi. Terrible. C'est horrible. Terrible. Et je me dis que peut-être encore maintenant, ça arrive, je sais pas. C'est sûr. C'est une horreur. Tu te dis, ok, c'est-à-dire que si tu fais pas de grandes études, les seules choses que tu peux faire, c'est du manuel, c'est des métiers un petit peu, comment on dit, des métiers de bouche. Je sais pas, genre CAP, coiffure, boulanger, comme si ou je sais pas quoi. En plus, vraiment, tu sais, ce côté de dénigrer... un métier. Ouais, tout un métier. Ouais. C'est dingue quand t'es sorti une phrase comme ça. On m'a sorti ça. Wow. Et du coup, en fait, ça m'avait encore plus désintéressée, quoi. Je me suis dit, mais... Je sais pas, je suis face à des adultes qui respectent pas tous les métiers. En plus, vraiment, j'étais en mode, ok, j'ai un conseiller d'orientation qui a fait l'école, qui a fait des études et qui s'est retrouvé conseiller d'orientation dans un lycée. J'arrivais pas, tu vois, à faire le calcul où je me disais, à quel moment, toi, t'as vécu ta vie ? Alors, maintenant, j'ai beaucoup plus de respect et je comprends plus les parcours et tout, mais à ce moment-là, j'étais moi, ça me dépassait. Ouais. Et t'étais comment, du coup, après, on va passer à autre chose, parce qu'on parle de l'école, ça peut durer... longtemps, c'est un grand sujet. C'est vrai, au final, ça shape tellement ton futur et ce que tu deviens que... Et t'arrivais à te faire des potes facilement ? T'avais un groupe d'amis ou t'étais genre... je sais que t'es introverti, c'est ça ? Ou comment c'était avec les personnes ? Avec les gens au lycée, j'étais bien intégrée. Donc, t'avais pas de problème, quand j'y allais, ça se passait bien. Une fois par an. Non, ça se passait bien. J'avais pas de problème. Après, j'avais mon petit groupe d'amis. Moi, j'allais pas aux soirées. J'essayais pas de rentrer dans les trucs. J'avais mon groupe d'amis. Je faisais plein d'activités avec eux. Je partais en vacances avec eux. Je les voyais et j'étais bien avec eux. Et ça te faisait kiffer, quoi. Ouais. Plus que l'école. Après, je pense qu'un peu tout le monde à cet âge. Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ? Si vraiment le lycée, tu t'es dit c'est impossible, tu t'es dit vas-y, je vais quand même faire une licence. Pourquoi tu t'es dit encore 3 ans après le lycée ? Waouh. Ouais. Déjà, je pense que parce que je voyais pas d'autres. Enfin, tu vois, te lancer directement dans l'entrepreneuriat, en freelance, peu importe. Moi, j'avais personne de ma famille qui faisait ça.
Donc déjà, j'avais pas d'ouverture à ça. Pas d'exemple. Non. D'accord. Et en plus, l'école que j'avais trouvée, j'étais trop contente d'y aller. Parce que j'avais vu qu'il y avait des cours de psychologie, j'avais vu qu'il y avait des cours... c'était pas du théâtre, je sais plus c'était quoi le nom de la matière, mais c'était un mix entre théâtre, méditation, négociation. Expression corporelle. Ouais, c'était trop bien. Et du coup, je me suis dit, ok, là, en fait, je vais pas juste apprendre des trucs théoriques, on va le mettre en pratique. Et ça va être une école qui va se soucier aussi de des soft skills, en fait, de développer en tant que personne. Donc là, j'allais à l'école, enfin, j'allais à la licence. Je séchais toujours encore un peu, tu vois, j'étais pas hyper régulière, mais au moins, ça me plaisait. Et après, j'ai fait un stage à l'étranger, aux îles Canaries. Et là... À quel âge t'as fait ce stage ? C'était en avant-dernière année de licence. Je sais pas quel âge on a. 21 20 20 ans, je crois. Mais avant ça, t'étais partie quand même... tes parents t'avaient poussé pour partir en voyage ? Ouais, je partais. À 15 ans. Je partais. Toute seule ? Tu es infiltrée dans ma famille. Et je veux connaître ton histoire, au moins je comprends qui tu es. Ouais, mais c'est trop drôle. Attends, vas-y, si tu veux, on fait une pause. Non, déstabilisé. Parce que je trouve ça très drôle, mais c'est trop chouette, t'as vraiment tout checké. Ouais, mais mes parents me poussaient, par exemple, je sais que j'avais plein d'amis où leurs parents, ils étaient flippés dès qu'il y avait un week-end, je sais pas, en Angleterre, ou des trucs comme ça. T'es où ? Il faut que tu m'envoies des nouvelles et tout. Moi, mes parents, ils me disaient tout le temps, mais attends, mais là, tu vas partir en bus, 10 jours dans une famille que tu connais pas, hein ? Tu parles pas trop anglais, mais débrouille-toi. J'avais 0 nouvelles d'eux pendant 10 jours, donc je me débrouillais. Et ils m'ont beaucoup poussée, en fait, ils m'ont toujours dit, quand on fait des enfants, on leur donne toutes les clés, et après, il faut les aider à partir. Parfait. Incroyable. Ils sont parfaits, tes parents. Ils ont des défauts. On dit bravo aux parents de Manon. Mais ils sont très, 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 très bien, en vrai. J'ai eu beaucoup de chance. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de souci. Ils écoutent un petit peu ce que tu fais. Ils suivent un petit peu ou bof Ouais, ils suivent. Ma mère, elle suit tout. Elle est trop mignonne. Elle suit toutes mes newsletters, elle les like à chaque fois. Oh, c'est mignon. Et mon père, il suit un peu, mais moins, tu vois. Okay. C'est pas... Je pense que ce que je fais de base, le domaine l'intéresse pas forcément... Enfin, l'intéresse indirectement, mais c'est pas ses centres d'intérêt pour l'instant. Ok. Donc tu ressembles plus à ta mère ? Ou un mix, hein. Ouais, je pense que je suis un mixte. Ok. Donc oui, excuse-moi, j'essaie de rattraper les wagons. Donc oui, tes parents t'ont poussé à voyager très jeune. Et c'est juste dingue, en fait, de permettre à un enfant de... Après, bon, ça fait peur aussi. Et toi, ça t'a pas fait peur à 15 ans, de te dire, ouais, je vais quelque part toute seule, mais... ouais, si, ça me faisait peur, mais en même temps, je me disais, mais ça va être trop cool, en fait. Je sais pas, je vais en Angleterre. Toutes mes copines doivent négo pendant 1 an pour partir une journée toute seule en centre-ville. Moi, je peux aller en Angleterre dans une famille, je vais améliorer mon anglais, je vais vivre des moments de ouf. Donc, ça me faisait peur. Et puis, je trouve que quand tu sais que tu as la sécurité du noyau familial, de pouvoir compter... En fait, j'ai grandi en me disant tout le temps, de toute façon, je peux tenter des trucs. Je sais que j'ai 2 personnes que je peux appeler quoi qu'il arrive et qui ne me poseront pas de questions. Je sais, par exemple, quand je sortais en soirée, que si un jour j'ai appelé mon père à 5h du matin, papa, s'il te plaît, viens me chercher, je suis à tel endroit, je sais qu'il viendrait me chercher avant de me prendre la tête. Genre confiance absolue, quoi. Voilà, confiance, et surtout, même si t'as déconné, tu nous appelles. Tu caches pas. Voilà. C'est une dinguerie à quel point... je dis que c'est sous-estimé, mais je pense que tout le monde est au courant, mais le noyau familial, les parents, comment ça construit un gamin, quoi. Ah bah oui, tout après, hein. Tu vois, je parlais récemment avec quelqu'un de très proche qui me racontait justement son enfance et très peu d'amour. Et tu vois la différence entre les enfants qui reçoivent beaucoup d'amour, même s'ils n'ont pas d'argent ou peu importe. C'est vrai. Et ceux qui ne reçoivent pas du tout d'amour et comment ils se construisent et les doutes, les peurs, comment tu es. Enfin, c'est dingue, quoi. Ouais. C'est dingue. Un enfant, c'est exactement ce que tu as dit, ça a besoin de temps, d'amour, de temps de qualité, d'amour, et voilà, quoi. Et c'est tout. Ouais. Et normalement, tu es un peu... Pas que tu as plus de chance dans la vie, mais en tout cas, comme tu dis, le fait d'avoir un noyau, tu sais que de toute façon, c'est safe, tu as safe place.
tu peux tout achieve, quoi. Et c'est précieux ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance, qui se sentent pas de... Énormément. Ouais. L'amour, Ouais. c'est très peu donné, je trouve, par les parents. C'est mieux maintenant, je crois. Là, par exemple, mon frère donne beaucoup d'amour à sa petite. Tu vois. Ah ouais? Ouais. Et, il a quel âge ton frère? J'ai quel âge moi? Attends, il faut que je fasse le calcul. Il a 39? 38 ou 39, ouais, 39 ans. Et ouais, il donne beaucoup d'amour. Enfin, moi, je trouve que c'est le truc principal à donner à un enfant, quoi. Juste de l'amour. Si t'as pas d'argent, c'est pas grave. Donne au moins de l'amour. Et au moins, ça te permettra d'avoir un enfant stable, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que quand tu manques d'amour, c'est horrible, quoi. Après, je pense que nos parents, par exemple, faisaient partie de générations où eux-mêmes n'ont pas reçu une éducation où les gens verbalisaient beaucoup. Tu vois, tout ce qui était de verbaliser. Ouais, clairement. Il y avait beaucoup de pudeur, je pense. Mais même maintenant, je pense encore Ouais. dans surtout certaines cultures, tu vois, les Asiatiques, j'allais dire les Maghrébins, peu importe, mais s'il y a ce truc-là où tu montres pas tes émotions, tu montres pas beaucoup d'amour. Ouais. Peut-être que t'es ça, je sais pas. Ok, et donc tu disais que t'es parti, du coup, après la licence, tu pars aux îles Canaries, où tu finis tes études là-bas. Alors, du coup, j'ai fait mon stage et je restais beaucoup aux îles Canaries. Et je faisais îles Canaries, je retournais un peu à l'école, îles Canaries. J'étais en mode... J'ai négo un peu de la licence en remote, alors que ça se faisait pas. Ouais. Mais j'ai quand même eu ma licence. C'était quoi le nom de la licence? Économie, droit, gestion. Ah oui, tu me l'as dit. Ouais. Tu vois, j'écoute mal. Non, c'est pas grave, on a parlé de plein de choses. Économie, droit, gestion. Ok. Donc rien à voir avec le bien-être, quoi. Enfin, en tout cas, dans le libellé, quoi. Dans le libellé, non, mais après, il y avait tous les cours autour. Et c'est une école qui m'a fait du bien. Donc, ouais. Donc, t'es reconnaissant d'avoir fait quand même... Ouais, complètement. Tu penses quoi de l'école? Là, si je te pose la question maintenant, tu penses quoi de l'école et tu recommandes quoi aux gamins, aux étudiants qui se posent des questions comme toi, peut-être à 16 ans, de se dire l'école, c'est nul. Moi, je vois Yumi Denzel et Oussama faire 1 million d'euros en 24 heures. Je préfère faire de l'entrepreneuriat. Et bien, de commencer à networker, en fait. D'essayer d'envoyer des messages aux gens. Même d'essayer de se créer un réseau de personnes qui vont les booster, les motiver, leur donner des opportunités de stage, des opportunités d'alternance. Parce que tout le monde n'est pas obligé de se lancer en entrepreneuriat à 17-18 ans. Mais si tu sais pas quoi faire, que t'es un peu paumé, mais même pas dans l'entrepreneuriat, même, je sais pas, aller voir un boulanger, aller voir un médecin, aller voir une psychologue, peu importe, et d'aller parler avec eux des métiers, d'aller essayer de chercher du concret sur le terrain un petit peu, qu'est-ce qui peut te faire vibrer. Et de se rappeler surtout qu'on a le temps, parce que je trouvais qu'il y avait une vraie pression j'avais l'impression que à 21 ans, t'as décidé de ta life entière. C'est un peu ça, ouais. Alors qu'on peut toujours se réorienter, et ça, on le dit pas. Pas assez, en tout cas, ouais. Et on dit pas aussi assez, parce que là, c'est un peu la mode des entrepreneurs, etc., que l'école, ça sert quand même. Ouais, tu vois. C'est vrai. Enfin, toi, finalement, tu as fait une licence, mais regarde, t'en gardes quand même un bon souvenir. Bien sûr. J'imagine que ça t'a peut-être ouvert des portes, des... Ok, donc île Canaries, et t'es resté là-bas? Non. Ouais, si, je suis restée là-bas. Comment t'as fait? Du coup, j'ai été embauchée dans l'endroit où j'avais fait mon stage, parce que ça s'était super bien passé. Ah d'accord, c'était une boîte française du coup? C'était une boîte espagnole. Espagnol, mais avec des Français ou... Non, pas du tout. Moi, j'étais allée là-bas pour apprendre l'espagnol. J'avais fait mon stage. Et du coup, je suis restée. Okay. Ouais. C'était trop bien. J'étais aux îles Canaries, je vivais ma meilleure vie. Et on me dit, il faut que tu retournes à Lille faire un master. Je dis, non. Ah, t'as fait tes études à Lille? Oui, j'ai fait, oui, j'ai fait mes études dans le nord de la France. Et du coup, j'ai fait mon stage aux îles Canaries. Et après, je suis restée là-bas. Au début, j'avais dit, ouais, non, je fais juste un petit break de 6 mois, 1 an. Après, je refais un master. Pour y aller en douceur avec la famille. Tu vois, le truc de pas faire de master et tout, quoi, l'annoncer en mode non, je fais un break d'1 an, après je reprendrai mes études. Et en fait, j'ai jamais repris. Malin. Ah, mais t'avais quand même cette pression, pas une pression, mais en tout cas, tes parents avaient une attente que tu fasses un master. Complètement, surtout mon père. Ah, d'accord. En mode, donc c'était compliqué ça à gérer ou... En fait, il me disait, ça partait d'une très bonne intention de sa part, mais lui, il voyait la réussite et forcément, tu vois, je pense que c'est générationnel, donc c'est pas du tout quelque chose pour lequel je lui en veux, mais pour eux, la réussite aussi, c'était avoir une bonne place
dans un bon groupe. Oui. Tu vois, c'est une phrase. Quoi. Ouais, c'est une phrase que j'ai. Ah, cette personne, elle a une bonne place dans un bon groupe, il y a un bon comité d'entreprise. Et. C'est rigolo. Bah ouais, du coup, ils me disent non, mais un jour, je sais pas, peut-être tu travailleras à L'Oréal, en mode waouh, tu vois. Et je me disais, mais je sais pas, L'Oréal, c'est pas le genre de boîte, ou peu importe quelle boîte, où pour prendre une décision, tu dois envoyer 50 emails à plein de gens différents. Et je me disais, mais moi, en fait, j'ai pas du tout envie de travailler dans ce genre de structure ou de faire ce genre de truc. Il y a des gens, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin de process, c'est très bien. Moi, c'est tout ce que j'étais en train de fuir. Et du coup, je me suis dit, bah ok, en fait, parce que le truc que j'entendais autour de moi, c'est si tu fais pas de master, tu vas louper des opportunités dans des boîtes, Et je me disais, ok, mais en même temps, si j'en fais pas du tout, mais que je bosse à l'étranger, que je reviens, que je parle 3 langues, anglais, espagnol, français, mais à un niveau business, que j'ai appris des trucs et tout, bah, en fait, je vais trouver les bonnes boîtes ou le bon projet où les gens ils vont me faire confiance parce qu'ils vont valoriser un profil qui a osé faire des choses plus qu'un profil qui a fait un master. Et c'est pas le même type de boîte, le même type de projet. C'est prendre un risque. Et tu l'as pris, quoi, du coup, tout simplement. Ouais. Et pourquoi l'Espagne? Juste comme ça, un peu au hasard? Ou ça aurait pu être l'Espagne comme ça aurait pu être, je sais pas moi, l'Italie, la Grèce, enfin j'en sais rien, Portugal, Japon, enfin je sais pas. Ou Espagne, pourquoi Espagne? Alors, il y avait plein de raisons. Parce que t'es italienne, c'est ça? Non, je suis française. T'as pas des origines italiennes? Non, un petit peu d'origine italienne, ouais. Ah, ok. Mais je connais pas ma famille qui est là-bas. Ah, ok. Ouais. Ouais, ok. Tu sais vraiment tout. J'ai creusé. Et du coup, pourquoi l'Espagne? Plein de raisons. Déjà, truc typique, l'Espagne c'est trop cool, il fait beau, tu fais la fête. Tu vois, franchement, je vais pas faire genre j'ai eu un appel. Non. Déjà, je me suis dit la douceur de vivre. Arras, le nord de la France, le mauvais temps, la pluie et tout, moi j'en pouvais plus. Je pense que ça a rajouté une couche au fait de t'es pas bien. Enfin voilà, moi je sais que ça impacte énormément, mon environnement impacte énormément mon moral, en tout cas, comment je me sens. Encore maintenant? Ouais. Okay. Je fais très attention parce que je sais que je suis très sensible à ça. Ok. Et je pense que notre environnement nous conditionne beaucoup plus que ce que l'on pense. Et du coup, je me suis dit, ok, les îles Canaries, trop bien. Et aussi, j'étais dans ma vingtaine. Et en tant que femme, je trouvais que l'Espagne, c'était mieux dans la vingtaine qu'être en France. Parce qu'en France, je vivais plein de galères. Harcèlement de rue. C'était hyper dur pour moi, c'était hyper dur pour mes copines. Dans le nord de la France? Partout en France. En fait, je trouvais que je me sentais pas bien. Dès que je mettais une jupe, c'était toute une histoire. C'est un vrai problème, ça. Ouais. Parce que j'ai vu que justement, tu avais fait un post sur ça. Ouais, j'ai fait plusieurs posts, ouais. C'était récent. Enfin, ça t'a suivi toute ta vie et toute même maintenant, vie. ça t'arrive encore. Oui. Et qu'en France? Bah franchement, en Espagne, du coup, j'étais trop bien parce que j'avais pas ce problème. Je dis pas que le sexisme ou la violence envers les femmes en Espagne n'existe pas, mais en tout cas, elle n'était pas dans la rue. Et du coup, juste à cet âge-là, je me suis dit, ok, je peux me balader tranquille, je peux sortir tranquille, je peux rentrer de soirée avec mes copines, on n'a pas besoin d'appeler tous nos potes mecs pour nous raccompagner, d'envoyer 34 messages à la terre entière, je suis bien chez moi, il m'est rien arrivé. Parce que c'est grave, en fait, en France, on s'habitue à dire que c'est normal d'envoyer un message de « Non, c'est bon, en fait, il n'y a pas un mec qui a essayé de... » Tu vois? C'est ouf. Et du coup, je trouve que c'est pas sain non plus. Enfin, moi, ça commençait à être trop lourd pour moi de me dire que je vivais avec un bruit de fond de cette angoisse. Et je voulais pas. Du coup, en Espagne, je l'avais pas. Et après, non, franchement, en voyageant... là, je suis partie en Afrique du Sud 6 mois. Et tout le monde m'a dit, ouais... c'est vrai que c'est un pays super dangereux. Mm-hmm. Et t'y vas toute seule alors que t'es une femme. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas comme si qu'en France, déjà, je me sentais super bien. Et le danger était pas pareil. En fait, en Afrique du Sud, par exemple, quand je me disais, ok, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose, je me disais, ça va être plus aussi une agression économique, un vol. Enfin voilà, c'est dangereux, hein, l'Afrique du Sud. Je dis pas que c'est pas dangereux. Ouais. Mon beau-frère est sud-africain, donc... Ah ok, donc tu connais. Ouais, il m'a raconté des choses. Voilà. Donc, apparemment, c'est vénère quand même. C'est vénère.
Enfin, ils peuvent te tuer, en fait. Oui, voilà. Tout simplement. Non, mais ouais. Pour des trucs tout bêtes. Après, Random. Voilà, c'est ça. Après, j'imagine que ça dépend où tu vas, mais... Ben, c'est un pays où je pense où tout peut basculer vraiment d'une rue à l'autre. Ouais. Et pourtant, bah, en fait, je me disais, ok, peut-être que c'est dangereux et tout, mais les réflexes que je vais avoir là-bas de quadriller les quartiers avant de sortir, me dire ça, c'est une zone où je peux sortir, ça, je dois faire attention et tout, je les ai déjà en France. Je suis déjà habituée à ça. Tu fais ça? Bah, bien sûr, quand avec mes copines, on a emménagé à Paris, on emménage à Paris ou on emménageait pour nos études, on avait des listes de quartiers qu'on se passait en mode, non, les filles, là, c'est mort. Là, c'est ok. Là, vous faites attention, il faut être en coloc. C'est dingue. Donc, la charge mentale de... Ouais. Et en fait, je t'ai posé cette question, mais j'avais déjà la réponse. Quand je t'ai dit que en France. Parce que franchement, j'ai voyagé, bon, pas dans tous les pays, mais clairement, j'ai pas vu un seul endroit comme la France. Ouais. Dans la manière de traiter les femmes, cette peur constante, etc. Et je comprends pas. Je me dis, waouh, mais c'est un truc de malade mental. Ouais. Autant pour un mec, ça va. Parce que, tu sais, on a moins peur. Mais moi, à chaque fois que j'ai une copine, en France, je me suis jamais senti serein. Ah ouais. À chaque fois que ma copine sort, je me dis, il va potentiellement se passer quelque chose. Mais c'est trop peu, triste. Peu importe, hein, que ce soit à Paris, que ce soit... Je suis du sud de la France à la base. Ah oui, c'est partout. Et j'ai l'impression que c'est que en France. Je me dis, mais on peut pas vivre dans un pays comme ça, quoi. Tu sais, je sais pas, c'est trop bizarre. Même là, par exemple, en Indonésie, tu dis, ouais, pays pauvre, etc., ça craint et tout. Non, il y a rien du tout, en fait. Moi, ça me rend fou, en vrai. Ouais, bah imagine les femmes. ouais, justement, mais des fois, j'essaie de me mettre à la place des femmes, je me dis, mais waouh. Et le pire, c'est que personne n'en parle, les mecs n'en parlent pas. Enfin, moi, ça me rend dingue, quoi. Bah en fait, c'est super dur parce que... Faut la gerbe. C'est dur parce que du coup, c'est un petit truc que tu as en bruit de fond qu'on a beaucoup banalisé. Et quand j'en parle avec mes copines, je me dis en fait, c'est un petit peu des mini-agressions que tu as toute la journée. Et que même quand tu es en groupe, ça t'arrive. Enfin, tu vois, la semaine dernière, je me suis baladée avec une pote entrepreneuse, on s'est baladé. Une demi-heure, au bout d'une demi-heure, on était déjà épuisés. Avec Julia, on était à Avignon. On était trop contentes. Viens, on se fait un petit resto, on va se balader à Avignon. Notre soirée, elle a tourné mais en enfer, en fait. Mecs qui te suivent, tu te fais insulter... tu te fais insulter direct si tu réponds pas et tout. Et on s'est dit, mais attends, ok. Et puis elle vit aussi à l'étranger et elle disait ouais, c'est vrai que quand je rentre en France c'est chaud, et c'est chaud partout hein, donc ouais, mais ça me rend dingue, quoi. Le pire, c'est que, comme tu as dit, c'est banalisé, c'est ça le problème. C'est que on dit ah mais ça va, ça arrive tout le temps. Maintenant, en fait, ça ne doit pas arriver du tout. Non, et le pire, c'est les gens qui disent non mais passe au-dessus. Attends. Non, mais c'est horrible. Et si jamais tu commences à trop en parler, on va dire ah, le féminisme, nanana. Non, c'est juste pas normal, en fait. Arrêtez un peu de vous... T'es un peu sensible sur le sujet, semble la sortie. Les mecs en France, c'est des putains de yinches. Enfin, moi, ça me rend ouf. Vraiment, Et puis, c'est une charge mentale. Allez, et c'est une charge... Voilà, je l'ai dit. Et une charge financière aussi, tu vois. Ouais. Parce que... il y a ce truc où je trouve que, du coup, qui est hyper injuste, qui va déterminer, ok, dans quel quartier je dois vivre. C'est pas les quartiers où tu vives, c'est les quartiers où tu dis, ok, où est-ce que je vais être plus safe, donc plus cher. C'est vrai. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Sortie, quand tes potes mecs peuvent rentrer en métro. Toi, tu rentres pas en métro, tu vois. Tu dis, ok, Uber. En fait, tu dis... Si tu peux te le permettre. Si tu peux te le permettre. Parce que des fois, tu peux pas, et t'as la boule au ventre, tu prends le métro, tu sais pas ce qui va arriver, horrible, quoi. Et moi, le truc aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est un truc où tout le monde s'en fout un peu, alors que j'ai très peu d'amis femmes qui n'ont pas connu à un moment donné une injustice par rapport à ça. Ça n'existe pas. En France, toutes les femmes ont eu au moins une fois ça. Ça n'existe pas. Après, je sais pas dans tous les pays, selon... Voilà, mais c'est vrai que... c'est problématique, quoi. Bah ouais. Mais moi, en tout cas, dans tous les pays, j'ai pas vu ça. Voilà. C'est un fait, c'est comme ça. Toi, je sais pas si tu as eu des problèmes dans d'autres pays, mais parce que tu voyages beaucoup. En France, j'ai eu par exemple aux US, vénère, tu vois. Aux US, pas mal, ouais. Ok.
US pas mal. Et après, il y a des villes, certaines autres villes d'Espagne aussi, ouais. Je sais pas. En fait, ouais. Parce que, tu sais, des fois, ça va être peut-être... tu vois, potentiellement en Indonésie, je parle beaucoup d'Indonésie parce que maintenant, je suis un peu lié à ce pays-là, mais il va avoir un peu ce catcalling, tu vois, comment on dit en français ? Ça fait trop hautain, tu sais, quand tu dis comment on dit en français, mais je sais pas, des fois, en anglais, c'est plus facile. Catcalling en français, les mecs qu'abordent, je sais pas si c'est un mot. Bref, les gens vont comprendre. En Indonésie, ça se passe, mais c'est vrai, c'est chiant, c'est pas acceptable et tout, mais ça va être juste ça. En France, c'est agressif. Enfin, il y a ce truc où potentiellement ça peut devenir physique. Oui. Et ça va être agressif. C'est pas, enfin, c'est vraiment pas la même manière de... Je sais pas, en France, c'est ultra vénère, quoi. Bah, en fait, et c'est ça aussi où il y a beaucoup... tu vois, après, j'entendais, ouais, mais maintenant, du coup, on peut plus rien dire et tout. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a une différence entre la drague et le harcèlement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Un mec dans la rue qui vient, qui garde une distance, qui te fait d'abord un sourire, qui essaye de capter si t'es réceptive ou pas, tu te sens pas menacé, tu vois. Oui. Après, si t'as pas envie, faut pas qu'ils te disent... qu'ils t'insultent, quoi. Mais... Sans la drague... Ça existe encore, la drague ? Je sais pas. Les gens qui draguent, c'est ceux qui n'arrivent pas à... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, je comprends pas le principe de draguer, en fait. C'est quand tu dragues, justement, que tu n'auras jamais rien. Tu crois ? Je pense, ouais. Ah ouais, je sais pas. J'ai l'impression, c'est mon avis, hein, mais... Ouais. Arrêtez de draguer, les mecs, ça marche pas. Mais ouais, mais du coup, ils font comment ? Tu parles. Ah, tu parles, tu t'intéresses, en fait, à la personne. Ouais, juste parle, en fait. Drague pas. Ça se sent direct. Quand tu commences à draguer une fille, direct, elle va avoir un red flag. Ah ouais. Enfin, je pense, hein, c'est mon avis, mais ça me paraît logique. Excuse-moi, du coup, on parlait de harcèlement. Bref, c'est énervant, quoi. Ouais, c'est énervant. Et je me dis, c'est bien, c'est ma pratique quotidienne de gestion émotionnelle. J'applique mes... Quand t'es en France. Quand je suis en France, ou après, ça m'arrive aussi dans d'autres endroits. Et je pense que quand ça m'arrive moins à l'étranger, c'est aussi parce que je choisis intentionnellement des endroits où je sais que c'est safe. Donc forcément, ça m'arrive moins, tu vois. Je pense que si je voyageais de façon un peu plus random, parce que c'est pas qu'en France, il y en a dans beaucoup de pays, tu vois, rien qu'aux États-Unis, quand j'ai voyagé, ça s'est passé comme en France. Mais là, je pense que du coup, j'ai aussi fait plus attention à ça. Et de me dire, ah non, là, ok, mes potes, elles m'ont dit que c'était cool quand t'es une meuf de vivre là-bas et tout. Donc, je pense que l'intentionnalité aussi dans ça joue. T'es féministe un peu ou pas du tout ? Ouais. Ok. Donc, on va revenir en arrière. Donc, Îles Canaries, tu finis ton stage et tu dis, vas-y, let's go, je continue aux Îles Canaries. Et t'es resté combien de temps ? Je suis restée... La fameuse pause pour pas faire le master qui a duré super longtemps. Bah, c'est ça. Je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. Ah, t'es restée 2 ans, d'accord. En fait, ouais, je suis restée 2 ans. Parce que j'ai commencé en relations publiques. Et après, le job, le taf me plaisait trop. Et j'étais beaucoup dans tout ce qui était gestion de crise. Et donc, je me suis éclatée. Donc, je suis restée 2 ans. Attends, il faut que je comprenne. Bon, là, tu pars aux îles Canaries, tu fais un stage. Ouais. Dans une boîte espagnole. Ouais. Et tu fais de la gestion de crise en espagnol. Ouais, mais j'ai appris hyper vite l'espagnol. Ouais, mais comment t'as fait, quoi ? Bah, j'étais à fond. Je sais pas, je kiffais trop. Je parlais tout le temps à tout le monde. Je me notais tous les mots que je savais pas. Et mon but, c'était de me dire, mais il faut que je sois bilingue en 6 mois, quoi. Il faut que je puisse avoir des jobs de ouf si je veux pour pouvoir rester en Espagne. En fait, j'adorais tellement ma vie que je me suis dit, il faut que je puisse rester, il faut que je puisse avoir accès à des postes que j'aurai que si je deviens bilingue en espagnol. Et du coup, je sais pas, je taffais sur l'espagnol et du coup, en pratiquant, ça va vite. C'est étonnant, quoi. Parce que tu sais, quand tu commences à parler des émotions, etc., c'est quand même Enfin, il faut avoir un vocabulaire, je veux dire. Et de faire ça, du coup, ok. Ta première expérience sur la gestion des émotions en entreprise, enfin la gestion de crise, pardon. Après, c'est un peu lié. C'était dans une autre langue. Bah oui, non, mais c'est vrai qu'avec le recul... Non, mais normalement, tu deviens expert dans un truc, dans ta langue, parce que c'est plus simple. Bah ah ouais, d'accord, non. Tu étais énervé, toi. Ouais.
Mais je me posais pas de questions. Je disais, je veux faire ça, j'exécute, j'apprends espagnol. Je veux faire ça, je teste, tu vois. Et je me disais, ok, j'y vais. Au pire, à un moment, je me prends un mur et puis on me dira, calme-toi. Mais je me suis dit, go. Et même après, je pense que... Enfin, c'est quand je me suis lancée à mon compte que je suis revenue sur un marché plus français. Enfin, français même. Ouais. Et là où j'ai dû réapprendre plein de mots et plein de trucs en français. Et même, ça m'a un peu complexée parce que j'avais beaucoup perdu en orthographe, en écriture française. Ah, c'est bizarre ça, ok. Ouais. Et parce que, en fait, de mes 20 à 28, j'étais en Espagne. Et du coup, mes premières expériences professionnelles étaient tout le temps en espagnol ou en anglais. La culture dans laquelle je vivais, c'était en espagnol. Et le français, je l'utilisais à Noël, quand je rentrais voir mes parents ou quand je voyais ma famille de temps en temps. Et du coup, après, quand j'ai dû me mettre à écrire en français, je me suis dit, je fais plein de fautes d'orthographe et tout. Ouais. D'accord. Donc, tu es resté 8 ans en Espagne. Waouh. Et pour trouver ton travail, du coup, directement, tu t'es dit, moi, je vais travailler dans tout ce qui est relationnel, psychologie. D'accord. Ouais. Grâce à l'école, en fait. Grâce à l'école. Enfin, grâce à l'école, mais aussi, tu avais déjà ce truc-là, parce que tu as pris des études en fonction, mais direct, les émotions, quoi. Ouais, c'est ça. Et... C'est cool, ça. Enfin, je veux dire, ce que tu fais maintenant, c'est vraiment aligné avec ce que tu étais déjà il y a très longtemps. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, je me disais un jour, je me mettrais peut-être à mon compte et tout. J'étais pas sûre, mais je me disais d'abord, il faut que j'apprenne, il faut que je sois sur le terrain, il faut que je sois mentorée, coachée. Et c'est ce que j'ai eu en étant... Parce que on critique plein d'aspects du salariat, mais un truc trop cool que j'ai eu, c'est accès à des formations, accès à des mentors, accès à des coachs, accès à du budget pour te faire grandir. Donc, c'est pas toutes les boîtes, mais en tout cas, je l'ai eu. Et ça m'a aidée, en fait, à avoir cette expérience et à me sentir plus confiante. On appelle ça comment comme type de poste dans ces sociétés-là? C'était une compagnie, tu me disais tu me l'as pas dit? Espagnol, Ricanamar, ça s'appelait. Non, mais je veux dire, c'est dans la tech, c'est dans le... Ah non, c'était dans l'hôtellerie. D'accord. En Espagne, ouais. Dans l'hôtellerie. Rien à voir. Et ça s'appelle comment, du coup, ton poste? C'était relations publiques. Juste relations publiques? Ouais, ça veut un truc où tu peux tout fourrer. Ok. Non, parce que j'avais vu passer executive coach, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Executive coach, c'est ce que je fais maintenant. Coach du dirigeant, quoi. Du coup, pendant toute cette période-là, est-ce que tu peux me raconter peut-être une anecdote, une expérience ou un truc qui s'est passé qui a été genre ultra difficile à gérer pour toi? Une gestion de crise. Pas tant personnellement, mais genre entre deux personnes ou je sais pas. Il y en a eu tellement. Il y en a eu plein. En fait, l'hôtellerie, c'est plein de gens qui savent pas quoi faire devraient commencer par ça parce que tu as un aspect de plein de métiers. Okay. Tu as un aspect des métiers contact client, tu as les back-office, tu as les tours opérateurs. Enfin, vraiment, tu as une vision hyper globale de plein de métiers. Et en même temps, du coup, tu arrives dans des complexes hôteliers où, toi, d'extérieur, tu vois, il y a des clients, il y a des gens qui travaillent. Mais en fait, du coup, c'est comme une grande maison avec plein de bordel à l'intérieur. Parce qu'il y a des problèmes entre les clients, il y a des problèmes entre des clients et du staff, il y a les problèmes dans le staff, il y a les problèmes dans l'infrastructure, je sais pas, les clims d'un coup qui marchent pas, la piscine qui est pétée, un truc qui... Du coup, c'était hyper... Je me suis dit, je fais ça quelques années après, j'arrête. Parce que niveau stress, santé mentale, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ouais, pour toi? Non. Et je pense pour pas grand monde. Et c'est comme... J'admire les gens qui, les infirmières, ils voient des gens potentiellement décédés tout le temps. Tout le temps, ouais. Trop dur. Comment vous faites? Je ne comprends pas. Ouais. Waouh. Et je crois en plus que les infirmiers et infirmières reçoivent peu de soutien psychologique et de dispositifs, en tout cas aussi pour pas faire l'éponge émotionnelle et tout. Donc j'imagine que ça doit être super dur. J'en ai fréquenté pas mal et comme ça fait partie du métier, je pense que du coup, c'est presque normal, en fait, de faire face à la mort. Pas, ouais. Tu crois que c'est pas normal de faire face à la mort? En fait, peut-être que c'est normal dans le métier parce que ça fait partie du truc, mais c'est pas normal de dire cette personne, elle va pouvoir encaisser ça tout le temps sans que ça l'affecte toute sa vie. Je sais pas pourquoi il n'y a pas des... Enfin, après, peut-être qu'il y a, je sais pas. Mais du soutien, en fait. Ok. Parce que la mort fait aussi partie de la vie, donc je sais pas si c'est normal ou pas. La mort fait partie de la vie, mais quand tu la fréquentes au quotidien... Ouais.
Moi, j'ai du mal, perso. Mais ok. Ouais. Excuse-moi. Donc, ok, donc on va revenir sur les gestions de crise là, dans ta boîte. Donc, tu disais... Pourquoi j'ai rebondi sur les infirmières? Ah oui, parce que tu disais que du coup, que tu n'allais pas faire ça trop longtemps parce que charge mentale de ouf. Et du coup, ça a duré combien de temps? Je suis restée là-bas. C'était toute la période où j'étais aux îles Canaries, donc 2 ans, je crois. Ok. Et donc, l'anecdote, c'était quoi? Pas la pire, mais celle qui t'a vraiment challengé en termes de waouh, franchement, ça va être galère à gérer, tu vois? Non, mais par exemple, incendie. Okay. Un incendie dans un hôtel, c'est hyper grave. C'est flippant. Bah oui. Donc par exemple, le jour où il y a eu un incendie, tu sais, tu dois être là, tu dois t'assurer qu'ils ont appelé les bonnes équipes de secours, calmer le staff, arriver, voir les clients qui se plaignent, il y a de la fumée. Il y a toujours les clients qui ont eu peur de l'incendie et il y a les clients qui se plaignent parce qu'il y a de la fumée à cause de l'incendie, tu vois. Et que du coup, ça les dérange pendant qu'ils sont à la piscine. Donc, il faut gérer tous ces trucs-là, en fait. D'accord. Ça, c'était une... C'était galère. C'était galère, ouais. Du coup, donc après cette expérience-là, t'arrêtes, parce que tu m'as dit que c'était 2 ans, et tu continues dans une autre boîte quelque part, c'est ça? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai arrêté, j'ai donné ma DM, et je suis partie voyager. Attends, j'essaie de me souvenir. Je crois que je suis partie au Canada, à Toronto, à ce moment-là. Juste comme ça? Comme ça. Ça, c'est dingue chez toi, je trouve. Je sais pas, quand on voit ton profil, déjà, je sais pas si tu le dis, mais t'es introverti. Et j'aime bien ta définition de c'est quoi un introverti, extraverti. Enfin, je crois que c'est ce que tu avais dit dans, je sais plus si c'était une vidéo, mais tu disais qu'un introverti, il commence sa journée avec une batterie chargée, du coup qui se décharge au fil du temps, au fil de la journée. Et un extraverti, c'est quelqu'un qui recharge ses batteries avec les autres. Donc toi, tu es plus dans le cas des introvertis. À 100%. Et comment tu fais pour faire un travail comme ça? La gestion de crise, c'est l'horreur pour un introverti, quoi. Ouais, mais en fait, j'aime bien le contact avec les gens. T'es un paradoxe. Et du coup, et aussi, c'est des jobs où il faut être efficace, en fait. Tu vois, c'est des jobs où il faut être efficace, prendre des décisions rapidement. Donc, même si t'es introverti, je pense que ça me correspondait, tu vois. J'étais pas... j'avais pas des journées où j'avais des réunions interminables avec plein d'équipes et tout. J'avais pas de bureau. Je voyageais un peu. J'organisais mon planning. J'allais sur place quand il y avait des trucs vraiment importants. Ouais. Donc, c'était hyper... Puis ça avait un sens, tu vois. Ah, il y a un truc concret, il faut le résoudre. Parce que moi, je pense que c'est parce que dans ma tête, j'ai une mauvaise définition d'un introverti. Je pense que je mets un peu tout dedans. Tu confonds avec timide, peut-être, un peu? Ouais, tu sais, je pense que je confonds genre un introverti, ok, la définition avec l'énergie, là, je suis totalement aligné parce que moi, mon énergie maintenant se vide très vite. Mais je crois que je mets aussi dans introverti les personnes qui vont avoir peur de faire des choses, qui vont... pas passer à l'action très vite, alors que toi t'es déter de dingue, quoi. Tu dis vas-y, je donne ma dème, je pars au Canada, genre l'école ça me saoule, ou sinon je vais aux îles Canaries pendant 2 ans. Enfin, tu vois, pour moi ça c'est pas un introverti, mais je pense que c'est ma définition qui est pas bonne. J'ai l'impression qu'un introverti a moins la capacité de faire des choses qu'un extraverti. Alors que t'es l'exemple, je pense qu'il le fait du coup, mais peut-être plus dans le silence, tu vois. Mais il le fait, quoi. Mais il le fait, ça, je pense. C'est dingue, t'es un exemple pour ça, je trouve. Mais j'ai plein de potes introvertis qui font plein de trucs. Genre Théo Maréchal, tu vois, c'est un entrepreneur, je sais pas si tu vois qui c'est. Enfin bref, il est dans le no-code, il a du média et tout, Théo. J'ai vu passer. Mais il est hyper... il fait plein de trucs toute la journée, il est hyper efficace, il est parti au Japon et tout, et il est ultra introverti. Donc ouais, peut-être c'est les traits de caractère que t'as associés à ça. Ouais. Donc c'est à moi de mieux comprendre ce qu'est un introverti. Et tu peux être extraverti et timide. Moi, j'en connais. Ma meilleure pote, elle est extravertie dans le sens où elle va du coup se recharger, avoir plein d'énergie quand elle est avec des gens et tout. Mais pourtant, elle est timide. Au moment où elle arrive à une soirée, elle va parler et tout, mais tu sens qu'il y a de la timidité et de la pudeur. Oui. D'accord. Margot, la première invitée que j'ai reçue, elle est comme ça, je crois. Ah ouais? Elle a peur un peu au début, mais elle est ultra extravertie, elle adore les gens, elle adore parler aux gens. Ok. C'est trop drôle. Et tu penses que les introvertis, ils n'aiment pas parler aux gens? Non, je pense pas que ce soit lié. Je pense juste que du coup,
Bah, en même temps qu'ils te parlent, après ils ont plus de batterie, quoi. On va arriver à la fin du podcast. En mode, ça y est, je suis mort. J'ai un pote, il a dit un truc que j'ai trop kiffé, bah, c'est Théo. Il a dit, en fait, la meilleure définition de l'introversion qu'il a trouvée, c'est que t'es content quand tes potes ils arrivent chez toi et t'es content pareil quand ils partent. J'avoue. En fait, tu valorises. Et c'est ça aussi, je pense, qui est dur à comprendre chez les personnes qui sont introverties, c'est qu'on valorise autant le temps qu'on a avec les gens et les temps de solitude. Pour moi, des temps de solitude, c'est pas du temps mort, c'est pas du temps perdu, je peux être chez moi, mais 8 heures d'affilée toute seule, sans musique, sans bruit, sans rien, et je suis ultra heureuse. Tu vois, donc... Ouais, d'accord. Donc, mais le coaching que je fais, c'est avec les gens, c'est de la connexion. Mais par contre, ouais, je vais être à fond. Pendant 1 heure de coaching, je vais à fond écouter la personne. Tu coaches avec le mental, tu coaches avec le cœur, tu donnes tout. Et après, je vais dire, ok, là... Ouais, genre c'est un coaching par jour ou tu peux pas faire plus qu'un coaching par jour. Ouais, des fois j'en fais 2. C'est dur de donner la même énergie pour les 2. Je les mets pas à la suite déjà. Ouais. Que j'ai le temps de faire une petite balade et tout. Et après aussi, dans le coaching, je pense qu'avec le temps, t'apprends à aussi t'auto-réguler. Justement de dire, ok, c'est pas normal que je sois vidée de toute mon énergie après 1 heure de coaching. C'est-à-dire que j'ai peut-être fait un peu l'éponge émotionnelle ou quoi. Donc t'apprends aussi j'ai appris à un peu plus réguler pour pas être lessivée. Mais ouais, clairement, déjà, je refuse plein de trucs. J'ai rien de mon business presque, à part l'enregistrement de podcast qui est en présentiel. Toutes les grosses soirées et tout, c'est une angoisse, tu vois, je me dis... Genre hier, c'était quoi ? avec Jean-Charles, pour toi, c'était... C'était une grosse soirée pour moi. Ouais, mais... Ouais. Ils sont pas forcément à l'aise d'arriver. Ça, je trouve ça trop bizarre. Pour moi, introverti, c'est compliqué, quoi. Jean-Charles, il me dit, je suis introverti. Il est introverti. Et en même temps, il fait une grosse soirée, tu vois. Il va parler au micro et tout. Je me dis, mais... Et moi, pareil, Toi, tu crois que t'es quoi ? Je sais plus. Je pense que je suis devenu introverti. Je pense que j'ai toujours été introverti. Et que j'ai fait semblant pendant très longtemps d'être extraverti. Ok. Pour faire des choses, pour tu vois, me motiver à parler devant plein de gens, etc. Mais je pense que j'ai toujours été... finalement, j'aime bien être seul. J'ai toujours un peu de stress quand je connais pas les gens. Et mon énergie, elle se réduit de dingue quand il y a des gens autour de moi. Donc, oui, donc t'es peut-être introverti. Je sais pas trop ce que je suis. Je pense plus intro maintenant. Tu penses que c'est possible de changer ? Tu penses que c'est possible d'être genre extra et devenir intro, et d'être intro et devenir extra ? Ou non, vraiment... Bah ouais, après, je pense que ça dépend des contextes, peut-être des phases de vie, mais je pense qu'on a quand même des grosses tendances tu sens comment tu te recharges. Et après, je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a des gens, même s'ils sont extravertis, il y a des personnes, elles vont les épuiser, hein, elles vont pas les recharger, tu vois. Donc, je pense que ça dépend qui tu fréquentes. Ouais, c'est clair. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que chacun a sa définition. Tu vois, hier, je parlais avec un gars qui me disait qu'il était introverti. Et le premier truc qu'il me dit, il dit, ouais, je suis introverti, j'aime être seul, j'aime pas les gens. Pour lui, j'aime pas les gens. Voilà. J'aime pas les gens, j'aime pas parler avec les gens. Il y en a un autre qui me dit, moi, je suis introverti, mais je suis très extraverti dans ma vie parce que j'ai besoin de me prouver. Je parle beaucoup, alors que c'est un introverti à la base. Mais ça, j'avais capté chez lui, tu vois. Mais j'ai vraiment l'impression que chacun... Ouais. Je te pose des questions, tu me coaches. Ok, intéressant. Donc, tu pars au Canada un peu en mode, vas-y, let's go. Juste comme ça pour des vacances, pour te reposer. Non, parce que vraiment, c'était... Je crois que je suis partie... Ah oui, parce que moi, j'avais fait un voyage à Séville, en Andalousie. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Et j'avais fait un voyage quand j'étais... je sais plus, un voyage familial. Et je m'étais dit, un jour, je vivrai à Séville. Sauf que Séville, Andalousie, taux de chômage de ouf, peu d'opportunités économiques, pas la ville qui bouge et tout. Et du coup, je m'étais dit, ok, je donne ma dème aux Canaries, je voyage un petit peu au Canada, je vois si ça me plaît, avant de me décider d'aller à Séville et tout. À l'époque, je suis partie avec mon ex. Donc on est partis tous les deux au Canada. Ah, excuse-moi, ouais, ok. On est partis au Canada pour faire un vrai break et tout. Et après, je suis repartie... Attends, après, j'ai fait quoi ? Après, je suis allée en France, un petit peu, parce que mon ex voulait apprendre le français.
C'est ta première vraie relation, la C'est ça, personne que c'était tu as la rencontrée personne aux îles avec- Canaries? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Du coup, il voulait apprendre le français. Donc, on s'était dit, ok, on fait un break au Canada, ça va nous changer et tout, quelques mois, ça va être trop cool. Après, on va en France, comme ça, lui, il apprend le français. Moi, là-bas, j'ai bossé pour une boîte. Ok. J'ai trouvé un job trop cool dans une boîte dans le sud de la France. Mais pourquoi vous avez besoin de break de l'Espagne, du coup? Bah, je sais De pas, pour changer vivre un des peu. aventures, Ok, quoi. vivre des aventures. Ok. Mm. Sortir de la routine, quoi. C'est ça. Ok. Se dire, peut-être on aime bien le Canada et on le sait pas, quoi. Ok, donc Canada, et du coup, tu as trouvé une boîte là-bas? Non, Canada, donc on est resté quelques mois et tout. Et après, on est allé en France. Ah oui, excuse-moi, putain. Pas de souci. On est allé en France, dans le sud de la France. Et là-bas, j'ai trouvé un job. Lui, il apprenait le français, il faisait ses trucs et tout. Et la boîte me plaisait de ouf. Le job me plaisait trop. Mais c'était dans un bureau et en présentiel. Genre, je devais aller au travail, quoi. Ça paraît genre impensable pour toi. Je devais me déplacer pour aller au travail. Je devais prendre une voiture et aller au travail. Tu as fait un post sur ça ou une newsletter, tu disais, pour toi, très jeune, du coup, c'était déjà... tu faisais du remote avant même le Covid. Oui. Et inconcevable de prendre une voiture, 45 minutes de trajet, ça n'a aucun sens. Jamais. Et on me disait à l'époque, quand je disais non, moi je veux pas faire ça, je peux pas, ça me correspond pas, on me disait, sois pas capricieuse. Ouais. Tu vois, c'est trop bien que, waouh, cette force de caractère que tu avais, tu savais ce que tu voulais, quoi. Ouais, mais c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et je me dis, waouh. Mais parce que je me disais, mais au pire, tu vois. Enfin, quand t'as la vingtaine et que tu veux tout tester. Et puis, vu que j'avais eu, je pense que c'était aussi le défi de l'autorité. J'avais pas le biais de l'autorité, tu vois. Des jeunes que je me disais, mais tu sais, ce truc du respect de la hiérarchie et tout, je l'avais un peu moins peut-être que certaines personnes. Du coup, j'ai pris le job en France. Le job était trop cool. J'adorais la boîte et tout. Mais il fallait y aller, présentiel, sud de la France, je voulais pas rester. C'était bien que quelques mois, mais c'est tout. Du coup, je suis arrivée, je dis, moi je vais aller à Séville. Et donc, j'ai dit au boss, au CEO de cette boîte à l'époque, je suis trop bien, j'adore le job, mais je vais aller à Séville, quoi. Du coup, est-ce que je peux le faire en remote? Il dit, non. Puis ça se faisait pas, tu vois. Même type de taf, gestion de crise. Alors là, j'étais en account management. C'était des ouvertures de marché d'une marque française en Espagne. Et du coup, je lui dis, ouais, je veux trop partir à Séville. C'est moi toute naïve. Je peux faire pareil. Je travaille depuis un ordinateur. Mais à Séville et tout. Et du coup, il me dit non. Je dis, ok, je donne ma dème, du coup, tu vois. C'est trop bien. T'as une manière de faire les choses, genre, tu te poses pas de questions. En fait, madame, quoi. Parce qu'il y en a, ils vont se poser, genre, pendant 1 an, 2 ans, ils vont réfléchir, est-ce que je donne madame, je donne pas madame, je donne madame, je donne pas madame. Tu sais, ils se sentent pas bien, mais c'est pas grave, ils vont réfléchir comme ça. Et charge mentale qui s'accumule. Et ils arrivent pas à quitter leur job, quoi. Tu sais, il y a un truc qui les retient. Le salaire, la sécurité. Ouais. Mais toi, t'étais dans le même cas, non? Ah oui, et puis en plus, à ce moment-là, j'avais plus de thunes parce que je venais de voyager. C'était terrible, j'étais pauvre. Mais tu t'es dit, j'ai toujours trouvé un moyen de rebondir, quoi. En fait, c'est ça. Je pense que la confiance en soi, c'est pas se dire je vais tout réussir. J'avais confiance en moi dans le sens où je me disais, même si je me loupe à un moment, même si ça foire, je vais savoir rebondir, je vais savoir m'en sortir, je trouverai un truc. Il y a des opportunités, je reste une personne privilégiée, donc je vais trouver des opportunités, tu vois, je serai jamais dans une situation vraiment difficile. Pourquoi tu dis privilégiée? Parce que je suis française, je parle 3 langues, j'ai un socle familial solide si jamais j'ai une galère, tu vois. J'ai des choses que plein de personnes n'ont pas. Ok, d'accord. Et donc, tu pars à Séville? Du coup, je donne ma dème. T'es trop forte, elle est trop forte. Du coup, Dem, j'adore comme tu dis ça. Je sais pas combien j'en ai donné, mais... Ça me fait rire, je faisais un peu pareil aussi. Je donnais mes Dem très facilement. Ça me plaît pas, j'ai envie d'augmenter mon salaire ou peu importe, je donne ma Dem. Tu vois, je me pose même pas la question. Mais c'est vraiment pas donné à tout le monde, ça. C'est ce truc, cette peur qui te... Peut-être que ça va changer maintenant, un petit peu avec la nouvelle génération, je sais pas, mais... Ouais. D'accord.
Donc oui, tu pars à Séville. Ouais, je pars à Séville. Et du coup, Avec ton mec, du coup. Avec mon ex, ouais. Et du Oui, coup, oui. mais mon mec à l'époque. Oui. Et du coup, je donne ma dème, tout ça. Vraiment, c'était en... Enfin, ça s'est fini en bon terme, parce que, tu sais, tu peux pas retenir quelqu'un qui a un rêve et qui dit je vais aller à Séville, quoi qu'il arrive. Et du coup, en fait, la vie, elle s'est trop bien alignée, parce que j'avais rencontré, dans des meetings, dans des trucs, j'avais rencontré un mec qui avait une boîte française, mais en Espagne. Ok. Bref, et du coup, vraiment, ce truc, c'était... J'étais en train de faire mes valises, j'avais mon billet aller pour aller à Séville. Je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas comment... Enfin, ouais, non, vraiment, je me suis dit, en plus, je vais à Séville, c'est la cata au niveau des boîtes, il n'y a pas d'opportunité et tout, mais j'y vais et j'essaye. Et je reçois un coup de fil, du coup, d'un CEO d'une autre boîte que j'avais rencontré grâce à la boîte avec laquelle je travaillais en France, qui me dit, bah alors, du coup, j'ai appris via l'autre CEO que tu avais donné ta dème. Je dis, ouais, je pars en Espagne, je vais à Séville et tout. Il fait, trop bien, bah nous, on a des bureaux à Madrid. Est-ce que tu veux venir à Madrid? J'ai dit, non, moi, je veux aller à Séville, je veux pas aller à Madrid. Et du coup, il me fait, ouais, mais nous, Madrid, c'est bien, t'es à 2h30 en train de Séville et tout. Mais dans ma tête, Séville. Et du coup, j'ai eu le job en remote à Séville. Wow. Et j'étais trop contente. T'as trop géré, quoi. Bah ouais, parce qu'après, je suis arrivée en Espagne, j'avais mon job. C'est ouf. Donc j'étais trop contente. Donc un job bien payé, qui te permettait de bien vivre à Séville. Parce que j'imagine que Séville, c'est moins cher que Madrid, en plus la vie. Ouais. Ok. Et là, toujours account manager? Ouais, là, c'était trop cool. Bah après, c'est ce que j'ai fait avant de me lancer à mon compte. Ah, d'accord. Donc, c'est plus trop de la gestion de crise, alors? Non, là, je faisais plus du tout de gestion de crise. Là, ce que je faisais, c'était des boîtes dans la mode. Et ce que je faisais, c'est que c'était vraiment beaucoup de négo. J'ouvrais... c'est des boîtes françaises, italiennes qui disaient on veut ouvrir... on veut s'implanter sur le marché, je sais pas, espagnol, du coup, ou US, ou UK. Et moi, je négociais pour les boîtes, donc je voyageais un peu. Puis j'allais, et par exemple, j'allais à l'équivalent des Galeries Lafayette en Espagne, donc El Corte Inglés. J'allais dans les centres de négo et je disais, bah voilà, on aimerait ouvrir 30 magasins dans 30 El Corte Inglés. Et je regardais avec eux, puis je recrutais, je formais et je réouvrais des territoires. D'accord. Et c'est dans cette expérience-là que tu as eu... je vais rentrer dans les sujets super relous, et que j'avais vu passer que tu disais que tu avais eu un manager ultra toxique. Du coup, bah ça j'en avais fait un post parce que... En fait, c'était vraiment ce truc de... encore ce truc de parce que t'es une femme, tu vis tes galères, et je trouvais ça super fatigant. Ouais. Mais ça, depuis que je suis à mon compte, bah je l'ai plus du tout. Enfin, moi. J'imagine, vu que de toute façon tu gères ton propre business. C'est ça. J'imagine que... Mais t'as vécu quand même ces trucs-là dans une boîte, peu importe laquelle, enfin dans ton expérience pro. Ouais, une fois ça m'arrivait. Ce truc de genre, manager super débile, misogyne... Ouais, et c'était pas... Tu vas faire des réflexions... C'est ça. C'était pas des réflexions de... Ils draguaient pas les filles ou des trucs comme ça, pas du tout. C'était juste, les filles, les femmes, vous êtes plus incompétentes que vos collègues. Et moi, j'hallucinais. Je me suis dit, mais attends, non, tu peux pas dire ça. Et en plus, je m'étais rendu compte qu'il y a plein de femmes de la boîte qui ne disaient rien parce qu'elles étaient dans des situations peut-être où elles osaient moins ou je sais pas la situation des gens, tu vois, mais qu'est-ce qui fait que t'as peur. Et c'est des situations aussi où tu te sens humilié. Et donc, c'est pour ça que les gens, après, ils en parlent pas trop et tout, parce que tu sens vraiment rabaissé, en fait. Et du coup, moi, ça me faisait halluciner. C'était, ah, ok, bah, t'as fait ce travail-là, mais au moment de partager ce travail, on va dire que c'est ton collègue qui l'a fait, en fait, parce que ça passera mieux si c'est un mec. Wow. Et j'étais en mode, oh, tellement pas, ça va ne pas se passer comme ça. Mais toi, t'es le genre de personne avec une force de caractère qui va les confronter direct. Tu laisses même pas passer les choses. Non, ça en plus, ça non. Ça c'est un truc où j'ai dit, ok, c'est pas possible, j'accepte pas. Que tu me dises que j'ai mal fait un truc et tout, ouais, mais que tu me dises, t'as fait un truc, c'est bien, mais on va mettre le nom de ton collègue homme, parce que tu comprends. Le monde des négos, le monde de tout ça, c'est masculin. Ça a mieux passé. Je dis non. Ah, c'est ouf ça. Non. Et depuis gamine, tu confrontes très vite s'il y a un truc qui ne correspond pas à ta vision, tu vas faire du rentre-dedans, quoi. Ouais. C'est rigolo ça. Parce que
c'est trop... je sais pas, je trouve vraiment qu'il y a un espèce de paradoxe dans le personnage Manon, tournant ascenseur émotionnel très doux. C'est genre la meuf, il y a rien qui l'arrête, quoi. Il y a rien qui l'arrête, qui voyage tout le temps. Je sais pas, qui va confronter les managers, qui va faire de la gestion de crise. Tu vois, c'est vraiment... il y a un paradoxe entre le personnage et... Enfin, le personnage, c'est pas un personnage, mais je veux dire... Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. C'est trop drôle, quoi. Mais parce que je pense et aussi inspirant. que... Bah, merci. C'est drôle et inspirant. Ouais. Mais je pense aussi c'est parce qu'on nous a beaucoup dit, les gens qui ont confiance en eux, les gens et tout, c'est les gens qui tapent du poing sur la table et qui parlent fort. Et on associe beaucoup, inconsciemment, la confiance en soi à la personne qui parle le plus fort. Je l'ai entendu il y a genre peut-être un mois dans une boîte, quelqu'un qui m'a dit, je me suis rendu compte que pour me faire écouter, il fallait que je me mette en colère. C'est terrible. Et du coup, ça a construit la personne de cette manière-là. Pour se faire écouter, elle doit se mettre en colère. Parce qu'elle a vu que c'était... la personne a vu que c'était la seule chose qui marchait à un moment donné. Et du coup, bah voilà, je reproduis le schéma. Ouais. C'est trop triste. C'est trop triste parce que, bon, en plus, ça saurait s'il y avait une corrélation entre les gens qui parlent le plus et les gens qui sont le plus intelligents. Je crois que c'est pas prouvé pour l'instant, tu vois. Moi, justement, les gens qui parlent beaucoup, j'ai tendance à même plus argumenter. Ça me fatigue et je me dis... Je vais dire, t'as raison. Voilà. Même si je sais qu'ils n'ont pas raison, mais c'est pas grave. Mais t'as pas besoin de lui prouver qu'il adore. Voilà, c'est ça. C'est ok. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour les boîtes. Et je trouve que c'est un vrai problème, par exemple, dans le système qu'on a en France sur les postes de manager ou des trucs comme ça. C'est que c'est pas forcément les personnes qui sont faites pour gérer des conflits, gérer des équipes et tout, qui vont avoir ces jobs-là, tu vois. Ça va être les personnes qui, à un moment donné, ont plus su se mettre en avant ou ont eu des bons résultats ou quoi. Et ouais, du coup, je pense pas qu'il y ait de corrélation entre la confiance en soi et vraiment t'exprimer en mode... Du coup, ouais, et en plus, c'est un truc que je vois beaucoup avec mes clients, résoudre des conflits sans crier, résoudre des conflits sans perdre tous tes moyens, et en restant, je sais pas, dans ton éthique, ou en tout cas dans la vision avec laquelle tu vois les choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace de savoir dire non, sans te justifier, sans t'énerver. Juste, non, en fait, c'est pas OK. Ouais, c'est clair. Que parler fort pendant 10 000 ans, quoi. Oui, ouais. Non, mais c'est super intéressant. Et je trouve que c'est très présent encore. Il faut parler fort, il faut... Enfin, tu vas aller dans une soirée, il faut que tu sois celui qui parle le plus, qui parle le plus fort, te montrer que... Je sais pas pourquoi, c'est pour impressionner, c'est pour te rassurer, c'est une forme de... Parce que, en fait, j'ai l'impression que les gens qui parlent beaucoup, qui ont envie de se montrer et tout, mais ça, c'est mon impression, j'ai l'impression que c'est un gros manque de confiance en eux à la base, en fait. Peut-être qu'ils ont envie de se prouver un truc et c'est trop, en fait, ça se voit trop. Je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a des profils un peu extrêmes comme ça où c'est très pesant. Après, il y a des gens juste, ils s'en jouent quand ils sont plein de personnes, ils sont trop contents et du coup, ça peut être de la maladresse. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, c'est qu'on dit tout le temps aux gens un peu timides ou aux gens un peu plus réservés, apprenez à parler, apprenez à vous exprimer. Oui, c'est bien d'apprendre à avoir confiance en soi, mais on ne dit jamais aux gens qui parlent trop, apprenez à vous taire. Apprenez à pas couper la parole. Apprenez à écouter les autres. C'est clair. Pourquoi ? Ouais. Ça, c'est... Je trouve que c'est beaucoup plus dur d'apprendre à écouter quelqu'un vraiment, sincèrement, de manière profonde que... Il y en a qui écoutent vraiment, vraiment pas du tout, quoi. Non, mais... Bon, moi, c'est pas grave, en soi, je les laisse parler. Mais... Enfin, tu sais, il y a plein de personnes qui vont te poser une question... Et t'as même pas le temps de répondre, qui vont reparler derrière sur un truc que tu vas dire. Tu me poses pas la question, en fait. Si finalement tu t'en fous de ma vie. C'est ça. C'est trop drôle. Ouais. Enfin, j'imagine que toi, de toute façon, c'est ton métier, savoir écouter. Et j'ai fait plein de posts sur ça, sur les gens qui coupent la parole et tout. Et j'ai remarqué quand même que dans les petits trucs que j'ai vus de toi, très vite, si quelqu'un parle, tu vas te taire pour écouter. T'as vraiment ce réflexe, mais genre, même si on va te poser une question, que tu vas parler, quelqu'un va reparler, tu vas te taire et tu vas écouter très vite. Parce que ça m'intéresse. Ouais. Mais je veux dire, on te coupe la parole, quoi. Ouais. C'est pas cool, mais au final... Ouais, après, des fois, c'est parce que dans une conversation, on rebondit et tout, et c'est OK, tu vois. Je sais pas... T'es pas extrême. Pas psychorigide. Ouais, tu dis, lui...
C'est Des, je lui parle plus. Non. Cette personne-là. Non, des fois, c'est rebondir, mais il y a des gens, c'est vraiment systématique. Ils te coupent la parole. Ouais, il y en a beaucoup. Et, Je trouve qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Tu te dis, mais fais un podcast solo. Invite pas des gens, quoi. Mais ça marcherait peut-être, hein. Bah oui. Tu te dis, il y en a, c'est abusé, quoi. Mm. Peut-être que je vais... Après, ce qui est cool dans les interviews, quand t'es avec quelqu'un comme ça, c'est super simple. Ça, Tu poses une question et tu dis, bon, vas-y, j'attends. Et pendant 2 heures, il parle. Ok, donc... Et là, tu pars à Séville, tu restes à Séville. Ouais. Ok, dans cette boîte-là. Et puis Et c'est à ce moment-là que tu te... Excuse, tu vois, je t'ai coupé. Pas de C'est à ce souci. moment-là que tu te dis, bah, vas-y, je vais me lancer toute seule. Ouais. En fait, c'est bon, je me disais, ok, je sens, parce que je voulais me lancer, je voulais être dans le coaching, mais je voulais me sentir prête à coacher, prête à être bien aussi. Tu vois, je pense que pour coacher, il faut être une personne émotionnellement saine, faire attention à toi, prendre soin de ta santé mentale et être une source d'énergie saine pour tes clients. Et je me suis dit, mais en fait, je me voyais pas sortir... je me voyais pas à 20 ans faire une école de coaching et à 23 ans coacher. Bon, il y en a plein en ce moment. Il y en a plein et ceux qui sont alignés avec ça, c'est très bien. Moi, je me voyais pas faire ça. J'avais besoin de vivre, j'avais besoin de me sentir libre, de me sentir épanouie, et de me dire, ok, je suis sereine, j'aurai encore mes difficultés et tout, mais... Et du coup, je me suis dit go, et j'ai commencé à créer du contenu, tout en me formant, tu vois, tout ce qui est Mind Coach Valley et tout, aux US, je lisais tout ce qu'ils faisaient, je faisais toutes les formations, j'étais trop passionnée. Et en fait, j'ai eu mes premiers clients assez vite parce que j'avais eu un réseau de plein de dirigeants, CEO, managers avec qui j'avais beaucoup travaillé. Donc j'ai eu mes premiers clients comme ça. Puis après, avec la création de contenu, j'ai eu plus de clients, plus d'opportunités. Et en fait, tout s'est aligné. Tu vois, ce truc où tu dis, dans la vie, des fois, tu sens que tu forces. Ouais. Et des fois, tu sens que c'est une autoroute qui dit, go, passe la vitesse, vas-y. Ouais. Et là, je sentais que tout s'alignait, que moi, j'étais heureuse, que mes clients étaient contents, que ça marchait au niveau du business. Et je me suis dit, ok, go, je tiens un truc. Ouais, d'accord. Et c'était quoi, du coup? Tu disais que tu avais besoin d'être bien avec toi-même, que ta santé mentale, c'était important. C'est quoi, en fait, pour toi, d'être bien avec toi-même? Ça voulait dire quoi à cette époque-là? Peut-être que ça a changé, j'imagine que la santé mentale et le bien-être, ça évolue avec le temps pour chaque personne. Toi, ça a été quoi à ce moment-là? De dire, ok, je suis aligné avec moi-même, c'est à ce moment-là que je peux commencer à me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Comment je l'ai ressenti, c'est ça? Ouais, c'est quoi finalement le bien-être pour toi? C'était quoi le bien-être pour toi à ce moment-là? C'était quoi être aligné pour toi à ce moment-là? C'est intéressant comme question. De me sentir confiante, mais avec l'envie de continuer d'apprendre. Okay. De me sentir légitime. Je pense que c'est un truc, quand on se lance, qui n'est pas facile. De me sentir bien accompagnée. C'est-à-dire d'avoir ce truc de dire, ok, maintenant j'ai confiance en moi et tout, mais j'ai assez confiance en moi pour savoir que des fois je vais avoir besoin d'être accompagnée, que je dois continuer de travailler sur moi, que je dois continuer d'être mentorée ou coachée ou voir une psychologue de temps en temps. Tu vas avoir ce truc de... Je pense que j'avais besoin pendant quelques années de me dire je peux tout faire toute seule, go. D'accord. Et là dire non, ok, c'est bon, je peux revenir peut-être à un équilibre. Et ça, du coup, l'équilibre, en fait, me sentir émotionnellement sereine, avoir vécu mes expériences qui m'ont donné confiance en moi. Et l'alignement aussi, de moins se poser de questions. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête? Et de dire, ok, je teste et on verra. Et du coup, tu avais du soutien de ton petit copain à l'époque, ton ex? Alors, on s'était séparés avant que je me lance. On s'est séparés avant. D'accord. Voilà. Pendant le travail? Pendant ton activité pro Et lui aussi travaillait à ce moment-là? Ouais, lui aussi travaillait. Okay. Et en fait, on s'est séparés. On n'avait plus les mêmes objectifs de vie, quoi. On peut en parler? Ouais. C'était la première? C'était cette rupture qui t'a fait vraiment mal, parce que j'avais vu passer ça. C'est ton dernier podcast, non? Mon podcast, je me suis beaucoup trop livrée. Ouais. C'est le but de mon podcast aussi. Ouais, du coup, rupture très difficile pour toi? Ouais, ça a été dur. Ouais. Et comment t'as géré tout ça? Toi qui es experte en émotions. J'ai pleuré. Laisse tomber, quoi. L'experte en émotions, je veux savoir comment Manon Tournant, gestion des émotions et coach, gère une rupture.
Ah bah, celle-là, elle m'a fait mal, hein, donc c'était un bon terrain d'expérimentation. Vivre ma tristesse. Tu vois, vivre. Je me souviens quand on s'était séparés, en plus, c'était vraiment une séparation qui s'est bien faite, qui a été... Enfin, on parlait, on continuait de s'aider sur des trucs. Et du coup, en fait, j'étais super triste parce que quand même, quand t'as aimé quelqu'un plusieurs années et tout, même si tu sais que tu prends la bonne décision, des fois, tu sais que tu prends la bonne décision, mais t'es quand même triste, tu vois. T'as ton mental qui le sait et ton cœur, il le sait pas encore. Je me sentais comme ça. Ouais. C'est venu de toi ou de lui ? C'était tous les deux, en fait. On n'arrivait plus à communiquer, on n'avait plus les mêmes... Toi, lui, il était beaucoup plus, à ce moment-là, besoin de vraiment se poser... Et puis il me parlait un peu de famille et tout. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, mais je sais pas du tout si j'ai envie un jour, à ce moment-là, je savais pas si j'avais envie d'être maman un jour. Ah ouais. Donc c'était vraiment la vision de la vie là qui commençait à... Ah ouais, et t'avais déjà ces idées d'être entrepreneur en plus. Ouais. Et lui, il se dit, mais en fait, ça marchera pas, quoi. Non, et puis en plus, il respectait mes rêves parce qu'il me disait, mais tu finiras entrepreneur, tu finiras pas fort. Enfin, continuer de vivre des trucs trop cool, c'est sûr, et tout. Donc il le savait. En fait. Okay. Mais juste les premières années, on était super bien, on était dans des phases de vie qui se correspondaient. On se boostait et tout, c'était mon pilier, c'était mon meilleur ami, on était trop bien. Et après, on a senti qu'on n'était pas bien. Et moi, je peux pas être pendant 1 an ou 2 ans dans une relation où je me sens pas bien. Il y a tellement de gens qui restent dans les relations alors qu'ils sont pas bien. Ouais. Vraiment, il y en a, enfin, je pense que 80... Si tu poses... En fait, tu sais, des fois, j'ai souvent cette discussion... Enfin, quand je donne ma vision, en tout cas, de la rupture, de pourquoi il faut séparer, ma vision de la vie sur le couple, en fait, tout simplement, je vois un vide dans les yeux des gens parce qu'ils se posent des questions sur leur relation actuelle. Parce qu'en fait, ils sont pas du tout alignés avec la personne avec qui ils sont. Je me dis, mais... Ouais, c'est triste. Je sais pas. Enfin, tu sais, je sais pas. Vraiment, je comprends pas. Tu restes avec une personne et cette personne, elle te ralentit. Elle est pas du tout alignée avec ta vision de la vie. Enfin, cherche quelqu'un d'autre. Ouais, mais je pense que ça fait peur, tu sais, cette peur de l'incertitude. Mais si je quitte, je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Si je quitte cette personne avec qui c'est pas la folie, mais ça va, est-ce que je vais retrouver mieux ? Tu vois, je pense qu'il y a peut-être ça qui s'installe. Ouais, il y a ça, mais à la fin de ta vie, tu finis avec des et si et t'as des regrets. Ouais. Et tu dis, ouais, mais c'est parce que je suis resté avec cette personne que j'ai pas pu faire ça. Ouais. Enfin, moi, vraiment, ça me... Et le pire, c'est que vraiment, quand j'en parle, je sens que les gens sont tristes. Et je vois dans leurs yeux qu'en fait, ils se disent, putain, j'ai pas la bonne personne, mais bon, voilà, c'est la vie. Puis après, tu vois, je pense que dans la rupture, moi, j'ai pas peur, entre guillemets, de la rupture, dans le sens où je me suis toujours dit, mais ça, c'est ma croyance, je me suis toujours dit, si j'aime une personne, cette personne m'aime, et qu'on est fait pour se retrouver, on se retrouvera. Et du coup, je me suis dit, mais on se sépare. Et si on est fait pour se retrouver un jour, on se retrouvera. Et si on n'est pas fait, on vivra nos vies, on sera heureux et on se reconstruira, c'est ok. Moi, j'y crois pas, ça. Bon, je pense qu'une fois que t'es séparé, c'est terminé. Oui, moi, du coup, ça n'a pas marché. Oui, voilà. Mais... je pense que si tu t'es séparé, il y avait une raison. Et je pense que c'est impossible de revenir en arrière. Tu crois ? Je suis sûr. C'est vrai ? Ouais, toi, parce que j'ai essayé aussi, donc... Parce que tu gardes un peu la rancœur ou quoi ? Non, c'est que j'ai essayé aussi. Et je savais que... Je sais même pas pourquoi j'ai réessayé, mais je savais que ça n'allait pas forcément marcher. Et quand je vois toutes les personnes qui reproduisent le même truc, ça ne me remarche pas quand même. Ils se remettent avec une personne, ça ne marche pas. Tu t'es séparé à un moment pour une raison, c'est que ça là, c'est fini, tu passes à autre chose. Mais c'est vrai que c'est très dur. Peut-être une manière de se rassurer, de se dire si on... Tu sais, quand tu te sépares, tu dis on est peut-être fait pour se rencontrer plus tard, machin, mais ça n'arrive pas. Non, mais c'est pour te rassurer peut-être. Bah ouais. Donc t'as juste accepté la tristesse. J'ai accepté la tristesse, j'ai pleuré, j'ai fait mes trucs, enfin voilà. Et aussi mes copines, enfin j'ai certaines copines qui étaient en mode viens, on va sortir. Non, je veux pas sortir. Je veux pas rajouter du bruit au-dessus d'une tristesse. En fait, c'est ok, je suis triste, je la vis. T'avais quel âge ? Il y a longtemps ? 5, je pense. Ah oui, donc c'est quand même récent. Enfin récent, je veux dire. Ouais. Et mais ouais, du coup, je sais pas, accueillir la tristesse, passer plein de temps avec des... Après, je me suis jamais dit l'amour romantique doit me donner mon réservoir à 100% d'amour que je vais recevoir. Donc, j'ai jamais fait reposer sur mon partenaire la responsabilité de mon bonheur. Il y en a plein comme ça. Ouais.
Moi, je connais des personnes, je pense que si... Enfin, ils ont vraiment, vraiment besoin de quelqu'un, et si la personne n'est pas là, ben, leur vie, elle est vraiment terrible, quoi. Mais en même temps, on a grandi avec cette vision de faut trouver ta moitié. Faut trouver ton âme sœur. Faut trouver, il y a quelqu'un qui est fait pour toi. Et je pense que c'est dur aussi de se détacher de ça quand tout nous a poussé à la construction de l'amour résout un peu tout. C'est le life goal, tu vois, de trouver ta moitié et ton âme sœur. Moi, j'y crois. Ouais. J'y ai cru, j'y ai pas cru, j'y ai cru. Enfin, là, j'y crois parce que je sais qu'à la fin de ta life, ce que tu veux dans la vie, c'est juste de l'amour, quoi. Peu importe que ce soit amitié, l'amour, c'est ultra, ultra important. Et du coup, j'avais vu que tu disais, je rigole quand je dis ça, c'est pas sympa. On parle de rupture, je suis en train de rigoler. Oui, tu disais du coup, cette rupture, tu dis, je pourrais plus jamais retomber amoureuse. Oui. C'était l'amour de ma life. Et finalement, t'es retombée amoureuse. Ouais, bah oui. Ouais. Mais sur le coup, je savais que ce que je disais, c'était pas vrai, mais je pensais ça en fait. Enfin, objectivement, quand je disais à mes potes et tout, je retomberai jamais amoureuse. Alors que j'ai vu des gens qui retombent amoureux et je sais qu'en fait, l'amour, il n'y a pas un quota et un jour tu l'as puisé, tu peux plus aimer. Ouais. Mais je le ressentais comme ça, j'y pouvais rien. Pareil. C'est quand ma rupture, je me dis ça y est quoi, j'ai plus envie. C'est vraiment, et tu rentres dans un truc. Moi, je suis rentré dans un truc où je me suis dit, je ne peux plus tomber amoureux. Ça y est, je pense, j'avais épuisé ce quota. Je me dis, j'ai plus de place dans mon cœur pour quelqu'un, quoi que ce soit. Je comprends. Et après, ça t'arrive un peu sur la gueule, comme ça. Enfin, sur la gueule. Ça prend du temps. C'est un amour différent après avec les... J'ai l'impression, quand les relations... Chaque relation, ben, l'amour est différent et je pense aussi que c'est la maturité. Okay. Et du coup, tu as rencontré quelqu'un un peu par hasard, enfin, tu cherchais pas et tu es tombée amoureuse de quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'est drôle parce qu'il y a encore une histoire de Dem. C'était trop drôle. Mais ouais, encore, enfin, je sais pas, j'étais partie à New York sur un coup de tête. Manon, la fille qui part partout dans le monde. Sur un coup de tête. Non, mais c'était juste avant de me lancer. Juste avant ce changement. Et je me suis dit, ok, tu vois, moi, je crois beaucoup. Je te l'ai un peu mentionné tout à l'heure, du pouvoir de l'environnement qui nous entoure sur notre mindset et notre énergie. Je pense qu'il y a des moments où tu as besoin de vivre dans une ville où ça bouge pour avoir certaines énergies et d'autres, t'es chill. Ouais. Et je m'étais dit, ok, je vais me lancer et tout, je vais faire mes trucs. Il faut que je sois... Et je m'étais dit, il faut que je sois dans une... J'ai envie de faire un voyage ou un truc où je lève la tête, où je vois tout le temps qu'il y a plus grand que moi, que ça me le rappelle constamment. Du coup, je me suis dit, je vais où ? Bah, viens, je vais à New York. Du coup, j'ai pris mes billets d'avion. C'est ouf. Pour partir toute seule à New York. J'ai réservé un petit Airbnb dans Brooklyn et tout. C'était trop cool. Et j'appelle une pote, ouais, Jess, je vais à New York sur un coup de tête, si tu veux me rejoindre quelques jours et tout, rejoins-moi. Moi, je serai à tel endroit, tel jour et tout, t'as toutes les infos. Je suis arrivée un petit peu avant elle. Et du coup, j'étais vraiment dans ma tête en mode super libre, en mode je bougerai de Séville, je vais bientôt lancer mes projets, je sais pas quand, mais je vais bientôt les lancer et tout. Et je rentre de New York. Et je me dis, non, mais là, en plus, j'allais mieux. J'avais tourné la page sur ma rupture. Tout allait bien. Et je me suis dit, ouais, là, c'est trop pas le moment de rencontrer quelqu'un. C'est drôle. Je rentre de New York, paf, je le rencontre via des potes. Ah, tu rentres où, en France ? À Séville. À Séville. J'ai rencontré à Séville, ouais. Ah, ok. Et à Séville, où je devais partir, j'avais déjà donné j'avais un appart là-bas, c'était un petit pied-à-terre que j'avais déjà donné mon truc de résiliation et tout. Ouais. Et je l'ai rencontré et je suis retombée amoureuse. Je me suis dit, bah, tu vois, la vie me prouve que tu peux, en fait. Et c'est quel type d'amour par rapport au premier amour ? Passionnel. D'accord. Et le premier amour, c'était quoi, du coup, si c'était pas passionnel ? C'était un coup de foudre ? Je sais pas, il me plaisait et tout. Et après, avec la relation, juste un amour c'était un amour hyper sain, hyper... Construit. Ouais, voilà, un amour construit, ouais. Je suis vraiment tombée amoureuse avec le temps. D'accord, c'est rigolo ça. Ouais. Généralement, quand t'es jeune, c'est genre coup de foudre, c'est un peu l'amour un peu fou, un peu... qui a...
plus... Il n'y a pas de raison à cet amour-là, c'est plus... tu connais limite pas la personne, mais tu vas tomber amoureuse parce que voilà, t'es jeune. Et après, moi, je pensais que, tu vois... Bah non, c'est l'inverse. Ouais, ok. Je pensais qu'avec la maturité, ben, c'était des amours qui se construisaient. Tu vois. Non, bah ouais, non, la première relation que j'ai eue, c'était comme ça. Waouh, ok. Mais parce que j'aime pas l'amour qui te fait des yo-yo émotionnels. C'est pas de l'amour, pour moi, c'est... C'est des conneries. Il y a beaucoup d'amour passionnel ou quoi, où au final, on a mis passionnel à la place de mettre toxique, mais... Donc, tu es en train de me dire que c'est une relation toxique ? Non, pas du tout. Non. Nous, on avait vraiment ce côté très passionnel, mais on se disputait pas, rien. D'accord. Juste, je sais pas... C'est ce truc où t'expliques pas, Ok, trop bien. Et du coup, je vais rebondir directement, parce que ça, c'est une vraie question que je me pose. Comment on fait pour entreprendre et avoir une relation ? C'est galère. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune solution, on est d'accord ? Non, si, toi... Oui, moi j'ai quelqu'un, mais il y a du challenge quand même. Ouais. C'est waouh. Et t'en as parlé avec Margot, je crois. J'en ai parlé avec Margot, ouais. Et elle aussi, pas de solution. J'en ai parlé avec Jean-Charles, pas de solution. Je dis, mais c'est quoi ce truc ? On peut pas être entrepreneur et... On est condamnés. Et avoir une relation ? Je sais pas. Déjà, c'est un truc que je parle beaucoup avec mes potes entrepreneuses. Où c'est vrai qu'il y a un truc qui change. Il y a un truc qui change dans les relations. C'est-à-dire ? C'est pas pareil. Moi, je trouve qu'il y a un avant-après. Ah oui. Oui, le mindset. Enfin, vu que tu as un mindset, du coup, maintenant... Le mindset, et tu vois, t'es là, tu as ton business, tu fais tes trucs, tu as confiance en toi, tu es indépendante. Ah, d'accord. Et je sais pas, je trouve que, ouais, du coup, autant les hommes que les femmes, je pense qu'il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui a vraiment confiance en soi, en fait, pour pas se comparer, pour pas se remettre en question, pour pas que ça vienne trigger un petit peu des trucs. Moi, c'est un challenge dans le sens où je sais que j'ai besoin d'une personne qui me soutienne énormément, ce que cette personne me donne, mais en même temps, quand il y a ce truc où tu dois te projeter, c'est compliqué, quoi. Parce que tu te dis, oui, mais j'ai envie de construire un truc. Ouais, mais moi, je peux pas vivre comme ça tout le temps. Tu vois, là, avec la personne avec qui je suis actuellement, vivre à Paris, c'est impossible. Mais en même temps, moi, je me dis, à Paris, je peux rencontrer plein de gens. Ouais. Tu vois, c'est très compliqué de trouver un équilibre. C'est dur. Donc, t'as pas la réponse, alors ? Ah non, moi, si je l'avais, je serais contente, et je la passerais à mes potes, mais je l'ai pas. Après, je pense que... Donc là, t'as personne. Là, j'ai rencontré quelqu'un. Ok. Entrepreneur ? Donc, ouais, entrepreneur. Ah, donc c'est peut-être la solution, non ? Ouais. Entrepreneur. Mais pas tout le temps, parce que t'as des entrepreneurs et entrepreneuses hyper busy. Je pense pas que c'est parce que tu t'es dans le même milieu ou mindset que forcément ça va faire que ça va matcher. Parce que si les deux sont en mode... Clairement. Donc je pense pas que ce soit la solution évidente. Mais après, je pense aussi que c'est dur et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant mis de pression sur les relations amoureuses qu'auparavant, en fait. Tu vois, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais qui m'intéresse aussi beaucoup dans les origines. Non, j'en parle pas. Mais peut-être j'en parlerai, hein. Enfin, je vois passer, mais on a l'impression que du coup, toi, c'est pas un sujet, quoi. Genre, être avec un mec... être une meuf qui entreprend, j'ai l'impression que c'est pas que toi, en fait, plein. Tout le monde, en fait, ne parle pas beaucoup des relations. Et comment on fait, en fait, pour construire une relation en étant entrepreneur ? Déjà, du coup, je pense qu'aujourd'hui, encore plus quand on est entrepreneur, on a un niveau d'exigence qui est hyper élevé, même si on s'en rend pas compte. Et on se dit, ouais, non, moi, je veux une personne qui me booste et tout. Et en fait, c'est OK, c'est fine. On veut être avec des personnes qui nous boostent. Mais aujourd'hui, on demande à une personne de nous booster, d'être notre meilleur ami, de nous faire rire, d'être notre amant, d'être notre pilier, d'être le futur mari, future femme, père de nos enfants. Et en fait, tu dis, OK, je demande à une même personne d'avoir absolument toutes les qualités ou tous les trucs que devraient m'apporter plusieurs personnes différentes ou que peut-être mes amis vont m'apporter plus ce côté-là, ma famille, ça. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment tellement remis le couple qui devait tout résoudre qu'on met toutes ses attentes à cette personne. Peut-être, ouais. Parce qu'en fait, je veux y croire. Je veux pas accepter l'idée, la stat, 99% des entrepreneurs divorcent ou un truc dans le délire. Il y a une stat ? Il y a une stat. Ah ouais. Je sais pas si c'est 90 ou 90, mais tous les entrepreneurs, divorcent. Ouais. Mais non. Ouais. C'est flippant. Ah ouais. C'est flippant. Ouais. Et je sais pas si c'est 99, j'exagère, mais je sais qu'il y avait une stat que j'ai vu passer. Et je veux pas y croire. Je me dis, je suis sûr que si
es assez bon, enfin, si tu essaies de comprendre un petit peu comment fonctionnent les relations, etc., il y a moyen de construire une relation qui puisse fonctionner. Et j'écoute beaucoup Jay Shetty, je sais pas si tu vois c'est qui lui est avec une personne et leur relation est top, et à chaque fois ils font même des podcasts entre eux pour se parler de leur relation et tout. Je trouve ça trop ouf pour améliorer du coup le couple et tout, et je sais pas, je trouve que c'est un gros sujet qu'il faudrait creuser. C'est un sujet, et je le vois par exemple avec mes clients et mes clientes dans l'entrepreneuriat, où tu as aussi le ratio en temps qui est pas très équilibré, dans le sens où la plupart des gens, quand ils me contactent, c'est en mode aujourd'hui je sens vraiment que toute ma valeur, la valeur que je m'accorde et tout, elle est très corrélée à si mon business réussit ou pas. Et du coup, le temps que j'ai dans une journée, on a tous le même, je le mets vraiment dans ça. Et cette stade de divorce, au final, quand on a ce schéma-là, elle me choque pas vraiment, tu vois. Quand toute la journée, tu te lèves, t'es avec ton téléphone, tu checkes tes emails avant de dire bonjour, avant de passer un moment de qualité, que pendant le repas, t'es pas capable de mettre ton téléphone de côté et tout, c'est normal en fait. Tu ressens, toi, une pression sur ça? Sur toutes ces choses-là, que le travail prend trop de place? Même si tu es en slow living, même si tu fais la gestion des émotions, même si tu coaches des entrepreneurs justement pour se sentir mieux, pour être mieux aligné, pour réduire la charge mentale, pour avoir une meilleure santé mentale, est-ce que toi, tu trouves ton équilibre? Est-ce que toi, t'arrives à gérer cette pression? Déjà, je pense qu'au niveau de la pression du temps et tout, j'ai vraiment aménagé mon planning comme j'aime. C'est-à-dire que soit j'ai des coachings le matin, soit l'après-midi. Si j'ai un call, je sais pas, avec sponsor ou peu importe, je vais tout avoir le matin ou tout l'après-midi, ce qui me permet d'avoir beaucoup de temps créatif et beaucoup de temps dans ma bulle. Donc, je ressens pas trop cette pression. Et puis, du coup, je continue de me faire accompagner régulièrement, je fais attention, tout ça. Et j'ai des non négociables. Ça, j'avais vu ça. Ouais, ça, c'est vraiment ma guideline qui change tout. De me dire, tous les jours. Enfin, tous les jours. T'as une routine, une routine, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais... En fait, c'est pas une routine parce que j'ai pas un ordre, parce que je veux pas que ce soit rigide. Je veux pas avoir une morning routine hyper rigide que je peux pas adapter s'il se passe quelque chose. Par contre, c'est mon heure de sport, mon mode avion jusqu'à une certaine heure, et le fait de pouvoir prendre la lumière, et même si... tu vois, j'étais en tournage de formation, j'accumulais beaucoup de travail. Même dans ça, je fais ça parce que je sais les effets cumulés positifs que ça va m'apporter sur le long terme, en fait. Ok. On arrive bientôt à la fin. Okay. Du coup, il y a quelques petits sujets que je souhaite aborder. J'avais vu que tu parlais tu faisais des mises à jour de ton cercle proche. Ouais. Comment tu fais pour faire ça sans blesser les gens que tu laisses de côté? Ouais. Comment tu fais? Comment je fais? Ouais. Ok. Genre, est-ce que tes amis d'avant, tu les as encore, par exemple? Ouais, j'ai gardé beaucoup de mes amis d'avant. Okay. Pas tous, tu vois, il y en a avec qui on se parle plus ou moins. Mais l'amitié est vraiment un truc super, super présent et important dans ma vie. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, je parle beaucoup d'amitié. Plus que d'amour. Ouais. Après, l'amour aussi a été important et important dans ma vie. Mais par exemple, pour moi, c'est pas possible de me dire que j'ai un copain qui s'entend pas avec mes amis ou qui a pas la valeur de l'amitié dans sa vie. Parce que je sais qu'il va y avoir des frictions. Ok, ouais. Et du coup, j'ai toujours fait super attention à mes amitiés, depuis toujours. Et après, en fait, en communiquant, tu vois, je sais que j'avais une rupture amicale quand j'étais au lycée. Et j'en avais parlé, je t'ai dit, on est amis depuis plein d'années, mais là j'ai l'impression qu'on se comprend pas, qu'on est dans des phases différentes. J'ai pas l'impression que ce soit positif pour l'une et l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Et elle était en mode, bah ouais, peut-être et tout. Et du coup, ça s'est bien passé en fait, juste quand tu dis ce que tu ressens, ça va. Et après, j'ai pas de difficulté à me dire, ok, cette personne, je protège beaucoup mon énergie et je protège beaucoup mon groupe d'amis avec qui on a des relations très saines, des relations où il y a zéro compétition, il y a zéro jalousie, il y a pas de tabou, il y a pas de non-dit. Et du coup, même les personnes que je fais rentrer, c'est en mode viens, rentre, il y a pas d'étape, j'ai pas de truc à faire passer. Par contre, des trucs chelous de jalousie, compétition et tout, j'ai aucune difficulté à dire je cut de ma vie. Ok. Ouais. C'est beau. Et du coup, vu que tu voyages énormément, j'ai l'impression que c'est un peu lié à ton enfance, à comment tu t'es construite, le voyage. Tu disais que la France, pour toi, c'était un pays étranger.
Tu as dit ça, hein? Non, je crois pas. Hein. Tu l'as dit. J'ai dit ça, c'est vrai? Ouais. Ok, trop Mais très marrant. vite. Ah ouais? Ouais. Trop drôle. Tu as dit, pour moi, la France est comme l'étranger. Tu as dit un truc Ouais, comme ça. peut-être, ouais. Et tu penses qu'un jour, tu vas te poser? Mais pour moi, je suis déjà posée. Ok. Ouais. Toi, voyager, enfin, ta vie là telle que tu es, Je suis posée, en c'est fait. posé. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Ta définition de poser, c'est finalement être tout le temps en constant mouvement. Ok. Bah, et je pense pas que c'est parce que t'as un crédit maison que t'es posée, tu vois. Non, mais j'adore. C'est trop bien. C'est la première fois que j'entends ça. Moi, je suis posée. Je passe du temps en France pour être avec ma famille, mes amis. Quand je voyage, c'est avec mon cercle proche. Tu vois, à chaque fois que... Enfin, là, dernièrement, chaque fois que j'ai voyagé, c'est avec eux. Je reste... Tu vois, l'Afrique du Sud, je suis restée presque 6 mois en Afrique du Sud. C'est-à-dire que je suis pas en mode... je reste pas 2 semaines dans un pays avec mon ordi à travailler dans des cafés. Je rebouge. Non, je reste longtemps. Et surtout, même dans les voyages ou quand je bouge, je retourne aux mêmes endroits. J'ai pas... Enfin, je travaille, j'ai des coachings. J'ai besoin d'avoir peu de décalage horaire ou d'être concentrée, de savoir... J'aime bien la routine, c'est-à-dire que je voyage et tout, mais j'adore la routine. Je trouve que c'est sous-côté. C'est super intéressant ce que tu dis. Ouais, donc savoir que où est-ce que je vais pouvoir aller faire, c'est con, mais mes courses pour bien manger et faire attention à la nutrition. Quelle balade je vais pouvoir faire tous les matins pour prendre ma petite dose de lumière. Voilà. Donc pour moi, je suis posée. J'adore. Ok. Super intéressant de voir que finalement, tu as ta vie d'entrepreneur, tu es un peu nomade, entre guillemets, mais pourtant, tu te considères posé. Parce que tu vois, par exemple, c'est des genres de discussions que je vais avoir avec mon ami, à me dire, mais moi, j'ai besoin d'être posé un jour. Et finalement, en fait... En fait, moi, je suis posée parce que je suis entourée des personnes que j'aime. Et pour moi, c'est ça, c'est plus, est-ce que je peux là avoir accès à plein de personnes que j'aime, être avec eux, me sentir bien, c'est être plus posée que me sentir, trop bien, j'ai une maison dans un endroit qui bouge pas, mais je suis alone. Pour moi, ça, c'est pas ma définition d'être posée. Ok, top. Bon, je finis avec une petite question habituelle. Si quoi tu dois te mettre une note entre 1 à 5 sur différentes thématiques, excuse-moi. Ok, intéressant. Santé. Santé de 1 à 5. Ouais. Sachant que 5, c'est la meilleure note. Ouais, ok. Santé, 4. 4. C'est pas mal. Ouais, je Il te manquerait quoi pour aller à 5, du coup? Faire encore plus de sport. Après, je fais déjà du sport. Mais je sais que j'ai des petits challenges et tout que j'ai envie de faire, que je fais pas en ce moment. J'ai fait une prise de sang il y a 2 jours. J'ai pas assez de fer. Donc, avoir un petit peu plus de fer. C'est très commun chez les filles. Ouais. Si j'ai plus de carence en fer, je serai à 5. Pas manger de la viande. Mais là, si je dis 5, c'est du mytho, quoi. Juste après, tu manges une bonne grosse viande. Amitié? 5. Ouais, c'est beau. Amour? 3. D'accord. Je sais pas, 4, 5. En fait, je sais pas, non, c'est compliqué. Sur mon état émotionnel actuel avec la personne que j'ai rencontrée, 5. Mais 3, parce que je sais pas, c'est les débuts, tu vois. Famille? 5. Et je finis avec spiritualité, mais ça correspond pas à tout le monde. Après, dans spiritualité, tu mets ce que tu veux, que ce soit méditation, yoga, peu importe, religion, je sais pas. Spiritualité, comment je me sens alignée, c'est quoi? C'est vrai qu'il faudrait que je m'améliore dans cette question. Parce qu'à chaque fois, on me pose la question, ça veut dire quoi? Mais spiritualité, est-ce que c'est un sujet qui te parle, en tout cas, quand on dit spiritualité? Ou pas trop? Si pas trop, pas grave. Ouais, non, pas trop. Ok. Je me définis pas spirituelle. Ok. Écoute, Manon, merci énormément. Merci à toi, je passe un bon moment. C'était vraiment trop cool. Ouais, t'as bien J'ai aimé, vraiment trop kiffé. bien. Trop merci pour tout ce que tu fais, je trouve que c'est super important. Merci de m'avoir invité, c'est trop chouette. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes comme toi qui parlent d'émotions, peut-être des mecs, je sais pas s'il y en a beaucoup. Toi, ce que tu fais avec ton podcast, c'est déjà ça. Voilà. Écoute, voilà. C'était trop bien. T'as créé ce que tu avais envie, donc c'est cool. Dernière question, tu verrais qui comme prochain invité? Du coup, en mec, parce que c'est très dur de faire venir des gars. C'est vrai? Ouais, plus dur que faire venir des filles. Et je verrais bien Elliot Meunier. Ou Ulysse Lubin. Après, c'est mes potes, donc je suis pas très objective. Tu penses que ça peut les intéresser de parler un peu avec un mec d'émotion et tout ça, d'amour, d'amitié? Ouais, je pense. Okay. Ah ouais, ils sont super ouverts sur ces sujets-là. Je pense que c'est pour ça que c'est compliqué de faire venir des mecs aussi. Ouais. Ils aiment pas trop se livrer. Ok, écoute Manon. Merci. Merci, c'était trop cool.
Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Et n'hésitez pas, hein. Toujours liker, donner s'abonner les 5 étoiles, s'abonner. à sa chaîne YouTube. Ouais, parce qu'il faut donner de la force, c'est le début, et je sais que ça compte énormément pour les algorithmes et tout. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup la meilleure note sur Apple Podcast, Spotify, YouTube. Commentez si vous avez aimé ce que Manon a raconté. Je suis sûr que ça va aider plein de gens. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Ciao, ciao.